Bonjour à tous et merci Frédéric Jeannot de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous allons donc parler aujourd'hui pas vraiment des neurosciences qui concernent un nombre de champs considérables, médecine, savoir la neurobiologie, etc. Nous, on va plutôt s'intéresser à l'intérieur des neurosciences aux sciences cognitives, c'est les sciences de la cognition. Comment le cerveau pense, comment le cerveau construit ses connaissances, etc. Et à l'intérieur des sciences cognitives, ce qui nous préoccupe bien entendu comme acteurs de l'éducation, c'est la cognition de l'apprentissage. Quels sont les mécanismes de l'apprentissage? Et donc on est là aujourd'hui pour exposer, si vous voulez, présenter les possibles et les limites. Les possibles et les limites. Voilà. Alors, que peut donc bien que peuvent nous apporter actuellement les sciences cognitives au service de nos pratiques pédagogiques? Alors, d'où je vous parle, c'est simple, j'ai été enseignant pendant une grosse vingtaine d'années, puis ensuite 4 fois chef d'établissement, proviseur, etc. Et puis pendant 4 ans, j'avais la responsabilité de la formation de l'ensemble des cadres de l'éducation nationale depuis l'école supérieure des cadres. Nous en avons une qui est très belle, qui se situe sur le plateau du Futuroscope à Poitiers, où je pilotais donc l'andragogie, c'est-à-dire la formation aux compétences des adultes. Et depuis 5 ans, je ne m'intéresse qu'aux applications possibles des sciences cognitives, avec toutes les réserves que nous allons dire après, mais aussi tous les possibles enthousiasmements qu'il est possible de dire. Alors, derrière moi, j'ai une équipe de plus de 20-25 personnes qui sont des enseignants comme vous, qui sont expérimentateurs, qui ont décidé de se lancer dans des choses un peu protocolées avec des consignes qui relèvent un petit peu, si vous voulez, de l'esprit de la recherche. On se donne une hypothèse, un objectif, des indicateurs, on regarde ce qui se passe, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, etc. Et nous collectons les résultats et à partir de ça, nous pouvons franchir quelques degrés, si vous voulez, de la diffusion de ces connaissances pour imbiber, diffuser, infuser, si vous voulez, ces connaissances au niveau de vos pratiques. Parce qu'actuellement, nous sommes à l'ouverture, mais vraiment à l'amorce du passage des sciences cognitives dans les pratiques enseignantes. Voilà, donc je donne beaucoup de conférences et des choses comme ça. Mais aussi vous dire, je suis en relation partie prenante même avec des équipes de recherche. En particulier, je participe aux travaux de l'équipe de Olivier Houdet à la Sorbonne. Il est le patron des sciences cognitives à la Sorbonne avec un centre de neuroimagerie qui est assez développé. Et c'est quasiment le seul universitaire, chercheur, si vous voulez, qui s'intéresse vraiment au scolaire, au monde scolaire. Parce que les sciences cognitives ont très très peu pénétré le monde de l'éducation. Les 12 millions d'élèves, ils ont trouvé que ce n'était pas suffisant. Mais bon, les laboratoires de recherche, eux, ils sont plutôt... ils focus sur des thèmes extrêmement pointus qu'il est difficile de décliner directement dans vos activités. Alors voilà, donc je souhaiterais dans un premier temps bien cadrer, si vous voulez, l'enjeu et la qualité du langage qu'on peut utiliser lorsque l'on parle de sciences cognitives pour l'apprentissage. D'abord dire que c'est une science jeune, c'est-à-dire que les sciences cognitives sont nées en gros il y a 5 ou 6 décennies par un jeu, si vous voulez, de recherche qui était plutôt de la psychologie expérimentale. On observe le comportement de l'apprenant, on observe comment fonctionne un peu la perception, le jeu des mémoires, de la rétention, de l'oubli, toutes ces choses-là. Et puis il y a 15-20 ans est arrivé un phénomène qui est maintenant absolument incontournable, c'est la corrélation entre ce qu'on observe d'un apprenant ou même de quelqu'un qui pense, qui utilise ses fonctions cognitives, et puis vraiment ce qui se passe à l'intérieur du cerveau avec le développement tout à fait extraordinaire de la neuroimagerie. On voit en direct et de façon non invasive ce qui se passe à l'intérieur des populations de neurones, soit par l'IRM fonctionnel, ces gros tuyaux où on rentre dedans et on observe ce qui se passe de façon dynamique, c'est-à-dire on peut prendre des films, des vidéos, etc., soit par l'électroencéphalogramme, soit avec la magnétoencéphalogramme, toutes ces techniques-là, il y en a plein. Et donc, si vous voulez, c'est cette corrélation-là qui fait qu'on abandonne de plus en plus la posture d'observateur simple, qui était un peu l'apanage des sciences de l'éduc, et que maintenant, on objective, si vous voulez,
toutes ces affaires, et on ne peut plus maintenant... la plupart des psychologues cogniticiens ont tous des activités dans des labos de neuroimagerie. C'est vraiment le b.a.-ba. Voilà. Alors, pourquoi souligner le fait que c'est une science jeune? Eh bien, parce qu'il va falloir nous débarrasser de tout un tas de rumeurs qui traînent et qui sont tout à fait nocives. Donc, il faut faire un peu le ménage intellectuel, parce que vous êtes des professionnels de la plasticité cérébrale, en quelque sorte, de vos élèves. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, exercer son métier d'enseignant, on ne peut pas imaginer de le transformer un peu à l'aune de ce que disent les sciences cognitives, sans se débarrasser de toutes ces rumeurs, c'est ce qu'on appelle des méconceptions, c'est-à-dire toutes ces choses un peu fausses. Donc, il y a énormément de savoir. Nous devons extraire de ces savoirs ce fond crédible sur lequel on peut s'appuyer pour vraiment opérer des changements d'ordre pédagogique. Il y a ce dont on est sûr, la communauté scientifique admet des consensus maintenant, vraiment sur lesquels on peut construire, sur la mémoire, l'attention, l'implication active, tout ça, on peut y aller sans souci. Vous avez aussi tout un tas de domaines où il y a des avancées, mais ponctuelles et pas encore suffisamment significatives pour qu'on puisse dire on y va, si vous voulez. Il y a des choses qu'on sent, il y a des pistes de recherche. Par exemple, est-ce que l'implication active effectue, si vous voulez, des transformations neuronales? Le fait qu'on soit plutôt dans une situation de réception ou de production, qu'est-ce qui change au niveau du cerveau? Pour ça, là, pour l'instant, on ne sait pas très bien. Au niveau, par exemple, de la relation entre l'émotion et l'apprentissage, on ne sait pas non plus très bien. C'est pour ça que, si d'aventure vous m'interrogez à la fin, je risque fort de botter en touche parce qu'on peut dire que ce dont on est assuré. Or, le périmètre de ce dont on est assuré n'est pas encore extrêmement large. Alors, disons qu'actuellement, on en est plutôt à une juxtaposition de pépites de connaissances autour de tous ces phénomènes-là qui sont immensément vastes, parce que tous les comportements de l'humain reposent sur le fonctionnement du cerveau. On a tous un cerveau sur les épaules, donc tout le monde a une idée, des questionnements, etc., voire affirme des choses. Ça part un peu dans tous les sens, et nous, il faut qu'on soit raisonnable dans ces affaires-là. Et il n'y a pas pour l'instant de modèle sur le fonctionnement du cerveau. On ébauche des modèles sur le fonctionnement des mémoires, mais un modèle, qu'est-ce que c'est? C'est une interrelation entre des fonctions et qui est toujours réducteur. Donc s'il est réducteur, il est partiel. S'il est partiel, il est forcément un peu partial quelque part. Donc on est encore très vigilant sur la description de ce système qui est sûrement un des plus complexes que l'univers connaisse. Alors, je voudrais vous alerter sur quelque chose qui préoccupe beaucoup les spécialistes des sciences cognitives, c'est se débarrasser de ce qu'on appelle les neuromythes, c'est-à-dire qu'on entend énormément d'affirmations, on croit que, et puis les médias en rajoutent 3 couches, etc. Donc il faut commencer, vous les pros de ce fonctionnement du cerveau, le vôtre d'abord, puis celui des élèves ensuite, il faut vraiment avoir cette éthique par rapport aux connaissances neuroscientifiques. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, quand on dit « je me souviens bien de », non, il n'y a aucun souvenir fiable, aucun souvenir n'est fiable. Voilà, pour tout un tas de raisons. C'est une juxtaposition d'éléments qui viennent s'agréger. C'est une sorte de puzzle où chaque élément a vécu sa vie. Et puis, avec tous les biais que l'on connaît, et chaque fois qu'on évoque un souvenir, on rajoute un peu des choses, on déforme. Et de proche en proche, on finit par s'éloigner de la vérité. Enfin, etc. Ou alors le cerveau gauche, le cerveau droit. Par exemple, j'écoute, j'apprends, je sais. Non, c'est pas vrai. La plupart d'entre vous là qui m'écoutez, bon c'est sympa, mais dans 2 jours vous allez tout oublier. Je suis vraiment navré. Voilà. Je suis souriant mais un peu triste. Non, mais c'est comme ça. C'est comme ça.
Ou encore, on utilise que 5% de son cerveau, etc. Chose qu'Einstein n'a jamais dit, hein, on l'a jamais retrouvé. Enfin, il y a une foule, si vous voulez, de neuromythes de ce genre dont il faut se départir. Il y a un excellent petit ouvrage de Elena Pasquinelli, que je connais bien, que je vois d'ailleurs ce soir, qui dirige la chaire de... Oui, parce que tous les 15 jours à Normal Sup, il y a présentation d'un travail de sciences cognitives liées à l'éducation. Et ce sont des rencontres ouvertes. Et ce soir, c'est elle qui présente un sujet tout à fait étonnant. J'espère que j'aurai le temps d'y arriver. Mais comment fonctionne le cerveau de l'enseignant? Alors, je suis très curieux d'écouter ce qu'elle est. Alors, elle a publié un petit ouvrage qui se lit en une soirée, qui s'appelle Ce cerveau, mon héros, aux éditions du Pommier, c'est chez Belin, où elle explique un petit peu tous ces neuromythes, les biais de confirmation, les biais d'influence, etc. Tout ce qui fait qu'on croit que et qui n'est pas. Donc, si vous voulez, les sciences cognitives à ce jour n'a pas l'ambition ni la prétention de vous offrir une mallette que vous pourriez ouvrir en vous disant demain matin je vais faire comme ci, comme ça, parce que les Sciences Po l'ont dit. Non, c'est pas tout à fait ça. Mais par contre, nous savons de façon consensuelle suffisamment de choses pour se dire dans ce domaine on peut y aller. Et en fait, c'est un peu ça que je suis venu vous dire aujourd'hui. Je suis venu vous dire que ce problème des neurosciences existe. D'ailleurs, merci pour ceux qui ont répondu à l'enquête que j'ai lue avec beaucoup d'intérêt. La plupart disent neurosciences, je ne sais pas, mais c'est normal, pratiquement personne ne sait. Depuis 3 ans, j'ai rencontré 10 000 enseignants et il y en a à peine une poignée qui a un discours pertinent là-dessus, mais c'est normal parce que ça arrive, donc il faut qu'on s'y mette. Donc mon boulot, c'est de vous sensibiliser, de vous dire 2-3 choses, de vous donner des pistes pour en savoir plus. Donc je donnerai à Frédéric un petit vade-mecum pour ceux qui auront oublié dans 2 jours et qui ne font que m'écouter, et merci de m'écouter. Voilà, c'est ça. Et je suis là pour vous dire aussi, ayez vis-à-vis de ça une attitude vraiment, comment je veux dire, d'intellectuel et d'appliquant, raisonnable. Sachez bien, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, faire la part des choses, être prudent, ne faire que ce sur quoi on s'engage, et puis vous dire aussi, alors c'est peut-être un message fort, c'est vous dire le passage entre la théorie, parce que les labos, ils cherchent ce qu'ils ont envie de chercher, mais ils ne cherchent pas ce que vous avez envie qu'ils cherchent. Ils sont dans leur monde. Enfin, moi, je connais un peu le groupe de Déane à Orsay et beaucoup d'E à Paris et des gens comme ça, ou les groupes de Normal Sup. Le problème de vous dans la classe, c'est pas leur problème. Donc, il faut prendre ce corpus de connaissances et voir ensuite comment on peut le faire, l'installer, le tester, observer. Ça, c'est votre job. Et ça ne viendra pas du ministère. Ça ne viendra pas par injonction. Vous devez vous approprier un certain nombre de choses et devenir un peu des enseignants expérimentateurs, quelque part. Ensemble, vous avancez, au sein d'établissements, vous avancez, vous lancez des expériences, vous lancez des choses dont on est à peu près sûr, et vous regardez ce que ça donne, et vous ajustez. C'est ça, la posture idéale de cette affaire. Parce que si vous ne faites pas ça, on n'aura pas avancé beaucoup. Or, il faut avancer. Il faut avancer. C'est un peu comme si un médecin s'amusait à faire des diagnostics sans faire de radio ni d'IRM. Ça serait inconcevable. Donc maintenant, l'enseignant, il doit savoir comment le cerveau fonctionne pour adapter ses pédagogies au mieux et éviter de continuer à laisser perdurer des pratiques qui ne sont pas efficaces, il faut le dire. Mais si vous voulez, ce n'est pas un jugement. C'est simplement comme ça. C'est l'époque. On est à un virage. Donc prenons ensemble ce virage. Voilà, donc, aux enseignants d'en décliner les possibles. Et je vous le dis, si vous ne le faites pas, personne ne fera votre place. Donc c'est pour ça que moi cette année, je conduisais 33 exactement expériences dans des lycées au cours de l'année, soit en poursuite de l'année d'avant, soit qui ne sont pas finis, soit qui sont finis. Et c'est, si vous voulez, au fur et à mesure de cette collecte, qui corrobore les choses, qui distingue les choses, qui révèle des choses, etc., qu'on arrive à faire monter un penchant. Et s'il n'y a pas cette collecte, moi, j'ai la chance, par mon ancien métier, si vous voulez, quand j'étais à l'école des cadres, d'être en interface avec les gens qui sont aux manettes, les corps d'inspection, les gens qui sont en inspection générale, les recteurs, les gens comme ça, que je vois régulièrement. Et ils me disent toujours, mais on veut bien vous entendre, mais vous avez vu quoi sur le terrain? Sur quoi on peut s'engager? Nous, il nous faut du pratique, du concret, voilà. Et si j'ai pas ce que vous faites,
suis perdu. Enfin, je veux dire, on ne peut pas avancer. Alors, en quoi, si vous voulez, quand on étudie un petit peu cette affaire-là, qu'est-ce qui choque le plus? Qu'est-ce qui frappe le plus? Donc, les écarts les plus flagrants entre les connaissances sur le cerveau et les pratiques usuelles. Alors, d'abord, ce qu'on disait juste avant, mais c'est normal, on est au début de cette aventure, il y a une connaissance extrêmement faible sur la manière dont le cerveau fonctionne. Et c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. Alors, vous ne trouverez pas actuellement, mais ça va venir très vite, vous ne trouverez pas d'ouvrage un peu grand public qui vous disent voilà, vous êtes prof, vous avez besoin de savoir ça. Non, et ça va venir. Dans quelques mois, à mon avis, on sent qu'on y arrive. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a une forme d'indigence, si vous voulez, de connaissance qui n'est pas normale. C'est pas normal. Voilà. D'autre part, ce que vous avez aussi besoin de savoir, les questions très légitimes que vous posez, c'est, d'accord, on sait comment ça fonctionne, tout ça, les neurones qui se mettent petits comme ça, qui se développent, tout ça, la plasticité, mais qu'est-ce que j'en fais? Pratiquement, qu'est-ce que j'en fais? Ça a quelle place dans les activités, dans les différentes activités que vous conduisez tous les jours avec les élèves? Donc ça, je vais vous en parler un petit peu. Alors, parmi tous les champs possibles dans lesquels vous pouvez vous lancer, il y a bien évidemment, et je vais dire, on va faire un formidable éclairage là-dessus, le fonctionnement des mémoires. Alors, la première chose, si vous voulez, c'est d'associer au terme de mémoire la bonne acception. Qu'est-ce qu'on entend par là, si vous voulez? Et il y a un peu dans le langage courant, dans l'âge commun, on associe souvent à mémoire un peu le passé, cette espèce de stock qu'on aurait, dans lequel il y aurait des éléments qu'on va chercher pour se rappeler des souvenirs. Voilà. La mémoire, c'est un peu ça. Alors, il faut revisiter un peu ce sens-là. Et la mémoire occupe 80% du cortex, cette pellicule dans laquelle il y a l'essentiel des activités cognitives. Donc, si vous voulez, la mémoire, elle est au cœur de toutes les activités scolaires. Je vais vous en donner très rapidement quelques exemples. Tout d'abord, lorsque vous percevez des signaux exogènes, enfin qui viennent de l'extérieur, ils vous arrivent soit par des photons comme là de l'écran qui arrivent dans vos rétines, soit par des ondes sonores qui arrivent dans vos appareils auditifs, etc., soit olfactifs, soit sensoriels, etc. Donc tous ces signaux arrivent dans un premier sas de perception. La perception, c'est le passage, en cognitif, si vous voulez, c'est le passage de ces signaux-là qui sont transformés en activation neuronale dans un premier sas qui dit « je connais ou je connais pas ». Ce mot, oui, je connais, c'est un mot de ma langue maternelle, je connais. Ce son, je connais. Ou cette forme, cet ordinateur, ça, je sais. Ça, tout de suite, je connais. Et ça, c'est une mémoire à long terme. Une fois qu'on connaît, en général, c'est pour la vie. La 2 chevaux, vous la reconnaîtrez encore dans 20 ans et tout. C'est simple. Alors, il n'y a pas, pour l'instant, de sens derrière. Il y a simplement une identification. Vous êtes rentré dans cette salle et vous avez perçu visuellement l'organisation de l'espace, chaque objet, etc. Vous connaissez. Si je vous faisais un discours dans une langue tout à fait exotique, vous ne comprendriez pas, ça ne passerait pas, ça bloquerait, si vous voulez. Donc le premier sas, la première douane en quelque sorte, si vous voulez, c'est de l'ordre de la mémoire. C'est déjà de l'ordre de la mémoire. C'est les mémoires qu'on appelle lexicales, perceptives, sensorielles, etc. C'est extrêmement court. C'est inférieur à la centaine de millisecondes. Ça va extrêmement vite. Donc on perçoit, on reconnaît. Si vous ne connaissez pas et que vous essayez de dire « Ah, je ne connaissais pas, je fais rentrer dans mon... » Ah, alors vous aurez augmenté votre stock de mémoire lexicale. Donc percevoir, reconnaître, c'est une première étape qui relève de la mémoire. Ensuite, si vous voulez, il y a comprendre. Alors, il y a des gens qui ont passé leur vie, Fayol, Dohanac, enfin tous ces gens très connus, si vous voulez, des enseignants, surtout du premier degré, c'est ceux qui ont décomposé la structuration de comprendre. C'est quoi comprendre? C'est quoi ces signes qui nous parviennent, où on met un peu de sens derrière,
Et de petit sens en petit sens, j'associe, j'articule et je crée ce qu'on appelle une représentation mentale. Et il est nécessaire de connaître un peu ces savoirs, ces petites briques élémentaires pour arriver à construire ce sens-là. Ça fait référence à des choses que je connais, des situations, voilà, je peux adosser ça à des situations qui me sont connues et tout. Donc comprendre, c'est un peu cette construction, si vous voulez, cognitive un petit peu compliquée. Mais si on n'a pas les savoirs élémentaires, les petites briques, enfin, si vous lisez une langue étrangère, s'il y a 2 mots dans une phrase de 20 que vous ne connaissez pas, vous avez beaucoup de mal à construire un sens. Donc on sent bien qu'il faut posséder un certain petits outils pour arriver à comprendre, et puis vos représentations mentales, vous les construisez toujours en référence à des situations que vous avez un peu en tête. Donc il faut du stock pour comprendre. Alors vous l'augmentez évidemment, en l'apprenant, l'augmente continuellement, mais on ne peut pas comprendre sans mémoire. Ensuite, il y a toutes les opérations de traitement. Alors traiter, c'est ce que vous faites faire en classe à vos élèves tout le temps, c'est analyser, comparer, hiérarchiser, dire quel est l'essentiel, enfin, toutes ces opérations-là, plus ou moins complexes, si vous voulez, c'est maîtriser une situation, trouver une solution, déduire, décider, etc. Alors, on ne peut le faire que si la mémoire de travail, c'est-à-dire cet ensemble de petits modules qui est là, dans l'orbitofrontal, quelque part devant, s'il arrive à se connecter à vos stocks mnésiques, si vous voulez, s'il y a suffisamment de modules périphériques qui permettent de lui dire « oui, je connais ce mot »,« oui, je sais l'articuler », etc. Donc, il faut qu'on ait suffisamment de stock pour que la mémoire exécutive, la mémoire de travail, on appelle ça comme ça, arrive à faire ce travail-là. Donc on ne peut pas traiter si on ne sait pas au départ. Alors après, il y a des choses beaucoup plus classiques, c'est-à-dire, jeune homme, apprends ta poésie, tu me la réciteras demain, c'est de la reproduction. Est-ce que tu peux me donner la définition de tel mot de SVT, etc., ou voilà, une date. Bon, ça c'est de la reproduction, c'est-à-dire j'appelle, je mobilise, je dis, etc. Donc on sent bien que là, la mémoire, c'est par rapport à l'idée qu'on avait de ce sens-là. Et puis il y a produire, c'est-à-dire à partir d'un certain nombre d'éléments, un raisonnement mathématique, l'analyse d'une situation scientifique, en physique, en biologie, etc., et l'analyse d'un texte, etc., c'est produire quelque chose qui est un petit peu nouveau en articulant un petit peu tous ces savoirs-là. Alors, le nec plus ultra de cette affaire, c'est créer, mais on commence à mieux connaître les mécanismes de la création. C'est une sorte de libération de l'inhibition, c'est-à-dire qu'on en reparlera tout à l'heure, mais on a, si vous voulez, dans le cerveau, on a des mécanismes d'émergence spontanée de choses. Voilà, ça vient des zones qui sont là, un petit peu à l'arrière du cerveau, et puis de contrôle. Et on en redira 2 mots parce que c'est les fameuses capacités d'attention dont l'école doit s'emparer parce qu'elles sont à développer au cours de la scolarité. Voilà. Et créer, imaginer, alors créer, c'est un peu libérer cette affaire-là avec une certaine dose de raison. Donc voilà, mais on ne crée jamais ex nihilo, on ne crée jamais à partir de rien. Et il y a imaginer, grâce à cette capacité que l'humain a d'avoir une mémoire ou une construction d'image mentale. Donc voilà. Et puis après, évidemment, il y a tout ce qui relève de la construction identitaire de l'individu. Vous êtes qui vous êtes parce que vous savez que vous avez un nom, une origine, des qualités, une histoire, etc. Ça, c'est votre identification qui ne repose que sur des éléments mémoriels. Et puis évidemment, tout ce qui est de la mémoire prospective, c'est-à-dire comme on est des êtres qui fonctionnons dans une échelle en continuum depuis le passé au présent, mais on se projette dans l'avenir, on a des mémoires qui sont faites pour ça, qui sont faites pour nous projeter. Donc finalement, là, normalement, vous devez reconnaître un peu le cœur de toutes vos activités, et donc c'est bien la mémoire dont il faut se soucier. Donc nous allons en parler. Alors, ne disons pas que nous avons une bonne mémoire ou une mauvaise mémoire, c'est une ânerie, puisque nous avons des dizaines de mémoires, et on peut très bien être excellent dans un domaine mémoriel et très mauvais dans un autre. Je cite souvent
l'exemple de ces acteurs qui sont prosopagnosiques, c'est-à-dire qui ont une très mauvaise mémoire des visages. Il y en a un en France qui œuvre justement pour ses congénères qui ont la même maladie que lui, qui est Thierry Vermilt, qui est capable d'apprendre, si vous voulez, des tirades entières, qui a une mémoire assez exceptionnelle à ce niveau-là, mais qui est incapable de reconnaître la même personne 3 fois dans la journée, si vous voulez. Bon, c'est une défaillance mémorielle. Bon, il y en a d'autres, hein, on le cite parce qu'il est très engagé dans cette affaire-là. Mais on peut très bien avoir une excellente mémoire des souvenirs et pas à long terme, en fait, tout un tas de choses comme ça. Donc c'est très compliqué. Alors, pour classer un peu, pour organiser cette compréhension des zones mémorielles, on peut dire qu'elles sont toutes reliées entre elles, elles fonctionnent comme un système. Notre cortex fonctionne continuellement, des premières heures de la conception du cerveau jusqu'à l'ultime souffle. Tout fonctionne en même temps et tout fonctionne quasiment tout le temps, même si pour certaines opérations cognitives, il y en a qui sont plus mobilisées. Nous, on parle d'activation avec des flux moléculaires ioniques, électriques, etc., dans les neurones. Mais tout fonctionne en même temps. Alors, il y en a, elle s'est répartie quasiment partout. On prend l'exemple, parce que c'est facile à comprendre, d'une opération mathématique. Si vous voulez, les mathématiques, on n'a pas une mémoire des mathématiques, ni une zone où on ferait des mathématiques. C'est à la fois verbal, procédural, lors du raisonnement, l'inhibition pour bien être juste sur les étapes du raisonnement. Et si vous voulez, une simple opération comme une soustraction de multiplication, c'est des dizaines de zones mémorielles qui sont mobilisées. Donc tout ça, ça fonctionne ensemble. Alors, on pourrait les distinguer, par exemple, sur le critère déclaratif implicite. Déclaratif, c'est comment vous appelez-vous, je m'appelle Virginie, ok, c'est marqué, c'est explicite, on peut le dire avec des mots, on peut le reconnaître, c'est notre petite bibliothèque, en quelque sorte, d'éléments sémantiques. Et ça, vous avez à cœur de nourrir cette bibliothèque sémantique en faisant apprendre des mots de langue étrangère, des définitions, etc., des sens de mots en français, etc. Donc on a beaucoup de stocks sémantiques qui sont de l'ordre du déclaratif. Mais on a aussi beaucoup d'implicites. Et j'en reparlerai après parce que nous sommes essentiellement, alors je vais peut-être vous heurter, mais nous sommes des êtres essentiellement en fonctionnement implicite. C'est-à-dire qu'en fait, le contrôle que vous avez sur vos pensées et sur vos gestes sont essentiellement non dits, automatiques et inconscients. La part de conscient, alors ça c'est un domaine assez fascinant, la frontière entre le conscient et l'inconscient, comment ça marche et tout, mais on a très très peu de contrôle sur notre conscient, et donc la plupart des choses que nous faisons sont de l'ordre de l'implicite. Moi, je vous parle là maintenant, mais en même temps, je gigote là, devant vous, mais je ne pense pas à activer mes neurones moteurs pour monter la marche. Je le fais tout, ça se fait tout seul. Lorsque vous lisez, vous effectuez une tonne d'opérations, si vous voulez, de reconnaissance d'articulation, d'identification des petits mots, des indicateurs de liaison, de syntaxe, d'orthographe, de grammaire, tout ça, ça se fait automatiquement. Vous avez lu tellement de millions de mots. Donc, et vous passez directement au sens, à un rythme effrayant, à un rythme fou. C'est-à-dire, vous lisez entre 5 et 10 mots par seconde et vous êtes capable tout de suite de fabriquer des représentations. Mais tout ce qui est avant, c'est automatique. Quand on parle, c'est pareil. Moi, je ne veux pas chercher chaque mot pour construire une phrase. Ça démarre tout seul. Quand vous utilisez un instrument, un clavier, un truc, la plupart c'est automatique. Alors il n'y a pas des autres, il n'y a pas des parties automatiques et des parties implicites et des parties qu'on peut déclarer. C'est un mélange des deux. Mais la plupart des choses que nous faisons se font automatiquement. Donc il s'agit, au niveau scolaire, d'installer suffisamment de mécanismes procéduraux, on appelle ça des procédures, des automatismes qui s'effectuent rapidement, sans effort, avec assez peu de risque de se tromper. Voilà. Il faut les installer suffisamment pour, si on veut, que l'enfant sache à peu près lire en 6e, à peu près maîtriser la numération et autres opérations cognitives de ce genre. Et là, il y a une époque où on a été un peu faible là-dessus. On a sous-estimé l'importance des procédures au service du reste. Alors voilà, il y a ça. On pourrait aussi les classer en temporalité, c'est-à-dire ce qui parvient aux différentes zones de mémoire, ça s'inscrit plus ou moins durablement
et ça vous les profs, vous avez intérêt à le savoir, c'est-à-dire quelles sont les zones mémorielles pour quel type d'éléments j'ai besoin d'y revenir à plusieurs fois, en une fois ça marche, ou il faudra 1000 fois. Ça c'est important, parce que si on ne fait pas 1000 fois là où il faut, c'est pas installé. En particulier, les automatismes, ils veulent bien s'installer, mais à coup de milliers et de milliers d'entraînements. Alors, si on sous-estime ces entraînements, c'est pas dedans. Donc, si c'est pas dedans, on peut pas le mobiliser, et donc on perd du terrain. Et c'est ce qui explique l'échec scolaire de nombreux élèves, en particulier au milieu du cursus collège, c'est connu. Voilà. Donc, ce qui est la temporalité de l'ancrage, et puis ce qu'on a, ça s'en va ou ça s'en va pas? Ça s'estompe ou pas? Donc il y a tous les phénomènes de l'oubli, si vous voulez, qu'il faut aussi avoir à l'esprit. Parce que dans ce que vous apprenez à vos élèves, il y a des choses qui s'oublieront, et il y en a d'autres qui sont inscrites à vie. Mais lesquelles? Alors maintenant on sait ça. Donc c'est important pour vous évidemment de le savoir. Et puis alors évidemment il y a les mémoires qui sont relatives au thème. Par exemple en sémantique, on a la mémoire des formes, des couleurs, des visages, en auditif, des sons, des nuances, enfin, on a de multitudes de zones mémorielles. Donc on peut effectuer ces classements-là. Ce que vous avez à mettre en évidence, c'est qu'est-ce qui est éphémère, qu'est-ce qui dure. Alors éphémère, c'est le perceptif. Je perçois, j'identifie, je connais pas, tout ça, hop, après ça passe en mémoire de travail. C'est extrêmement rapide. En dessous de c'est de quelques millisecondes. Ensuite, il y a qu'est-ce qui rentre en mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est ce qui fonctionne maintenant pour vous, la plupart. Y compris ceux qui m'écoutent sans prendre de notes, mais c'est pas, je ne fais pas de commentaire là-dessus. C'est votre mémoire de travail, c'est-à-dire vous prenez, vous traitez, vous essayez de faire sens, mais vous n'êtes pas dans je le prends et je vais le garder. Non, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Vous êtes dans une mémoire qui fonctionne sur une durée de quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Alors après, il peut y avoir des échos, parce que la nature a prévu ça. Elle fait de la résonance, comme on dit en physique. Elle fait de l'écho, etc., pour que vous ayez le temps de traiter. Alors tout ça, ça va s'en aller. Et puis après, il y a qu'est-ce que je vais garder à long terme? Alors le long terme, c'est très relatif. C'est qu'est-ce que l'élève va garder de son cours d'histoire pour passer le bac? Voilà. Est-ce qu'il va savoir toute sa vie quelle est cette loi de la physique, etc. Voilà. Mais ce qu'on veut, alors le long terme, ça peut être quelques mois. Et puis alors il y a qu'est-ce qui est de l'ordre du très long terme, c'est-à-dire à vie. Donc à vie, c'est des choses justement qui s'incrustent plus tôt dans le cervelet et qui vont relever d'automatisme. Quelle que soit votre vie, même si vous ne lisez pas pendant 20 ans, après vous pouvez assez aisément réapprendre à lire, comme à nager, faire du vélo, etc. Parce que c'est incrusté à vie. Vous vouliez poser une question, monsieur? Oui, excusez-moi, j'ai pris la conférence un peu en retard, mais est-ce qu'on a le droit d'intervenir de temps en temps? Parce que comme j'ai peu de mémoire, il y a des choses hyper intéressantes, mais j'ai envie de poser quelques questions avant de pouvoir comprendre la suite des... Ah ouais, alors, vous pouvez poser des questions si j'ai le temps de dire à peu près ce que j'ai envie de dire en 1h30, quoi. Non, mais alors, si vous me posez une question, oui, j'y réponds avec plaisir. Allez-y. Non, mais ça va être très bref. Par exemple, j'aimerais que vous abordiez, je ne sais pas si c'est connu, la situation du déjà-vu, c'est-à-dire les situations qu'on a l'impression d'avoir déjà vécues, par exemple. Ou bien les lapsus. Alors, vous êtes arrivé un peu en retard, mais c'est pas grave, hein. Mais je disais tout à l'heure que je ne m'aventurerai pas sur des terrains dont je ne suis pas absolument sûr de la réponse. Et là, par exemple, ces deux choses, je ne veux pas aller au-delà de ce qu'il est raisonnable de dire. Donc, tout ce que je vais dire dans le corps de l'intervention, on peut y aller, c'est crédible et tout, là, je suis incapable de vous répondre. Alors, très brièvement, vous avez parlé des souvenirs, que forcément, les souvenirs, ça s'efface avec le temps, etc. Et dans le cas d'un traumatisme, parce que j'ai l'impression que dans le cas d'un traumatisme, les souvenirs qui, là, du coup, ne s'effacent pas. Ils ont du mal à s'effacer. Ça dépend ce qu'on appelle un traumatisme. Si vous voulez, un souvenir, c'est une agrégation d'éléments mémoriels de structures extrêmement différentes. Vous avez des souvenirs dans lesquels vous avez
du sémantique, de l'émotionnel, des flashs visuels, c'est un ensemble de choses, et les morceaux de ce souvenir vont s'installer dans des zones différentes. Et quand on se remémore un souvenir, on fait une réintégration de l'ensemble. Et comme nos mémoires sont un petit peu indépendantes, ont des fonctionnements un peu indépendants les unes des autres dans la vie, au cours du temps, si vous voulez, les petits morceaux risquent d'avoir des vies différentes, il y en a qui s'estompent, etc. Et il y a des biais, c'est-à-dire qu'un élément de souvenir, si vous voulez, se transforme au fur et à mesure de la vie, parce que inconsciemment ou consciemment, vous allez confronter cet élément de souvenir à d'autres choses qui vont venir, qui va le transformer un peu, si bien que cette reconstruction globale du souvenir, elle va forcément être différente de la réalité. Alors, le traumatisme, il peut toucher, alors ça dépend si c'est un traumatisme physique. Si c'est un traumatisme physique, il y a des phénomènes de recyclage neuronaux qui font que, singulièrement, mais là c'est pareil, on n'est pas encore bien sûr de grand-chose, il y a des récupérations, c'est quelque part, ça se remet ailleurs et ça se reconstruit un peu. Mais ça peut être aussi des traumatismes d'ordre émotionnel et tout. Mais alors là, moi, je ne vais pas sur ce terrain. Je suis incapable de vous le dire. Voilà, alors, ce qui vous intéresse, parce qu'on va essayer de rester sur votre activité pro, parce qu'autrement on en aurait pour longtemps, je voudrais, et je vais beaucoup insister là-dessus, c'est l'histoire de l'oubli. En quoi l'oubli touche-t-il ce que vous essayez de faire apprendre aux élèves? Et si on veut être plus fort que l'oubli, c'est-à-dire garder en mémoire un certain nombre de choses, est-ce que vous essayez de faire, quelle stratégie faut-il mettre en place pour faire de la consolidation mnésique? Et ça, pour l'instant, si vous voulez, on n'est pas très bon. Mais on n'est pas très bon dans tous les pays du monde. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut qu'un élève garde des choses pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, il s'agit d'appuyer, si vous voulez, cette méthode d'apprendre par des stratégies qu'on a de mieux en mieux identifiées. Donc moi, je voudrais vous en parler un peu de ça. Donc la gestion et l'inverse, moi, me heurte. C'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi on exige des élèves de retenir des choses alors qu'on n'a pas fait grand-chose pour ça. Voilà. Moi, je ne veux pas rentrer trop dans le détail. Non, mais bon, j'ai une fille qui passe le bac là, cette semaine. Et c'est vrai que quand je la vois, je me dis, mais est-ce que ça a été bien construit stratégiquement pour qu'à une semaine, quelques jours du bac, ce soit au point où ça devrait l'être? Franchement, pas trop, quoi. Donc c'est ça ce sur quoi il faut travailler. Alors, qu'est-ce que j'essaie de mettre un peu en évidence? La première chose, c'est lorsqu'on perçoit une information pour la première fois, biologiquement, il se crée ce qu'on appelle des traces. C'est-à-dire qu'on active au sens de mécanismes moléculaires, ioniques, dans les neurones, les axones, en fait, c'est des usines chimiques extrêmement compliquées. Mais en tout cas, on crée une espèce de trace. On crée une trace. Un petit passage dans la forêt, quoi. Un petit sentier, voilà. Et de ce sentier, il faut en faire un chemin durable pour éviter que dès la saison prochaine, l'herbe ne repousse et les fasse disparaître le sentier, pour prendre cette métaphore un peu facile. Mais qu'est-ce qu'on fait méthodiquement pour transformer cette trace initiale en chemin fiable dans le temps, pérenne dans le temps? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et là, il y a une défaillance. Donc là, on a déjà des choses à proposer, même s'il n'y a pas de règles rigoureuses, universelles et valables pour tout le monde. C'est là où les choses se compliquent. Mais en tout cas, la première maladresse qu'on observe, si vous voulez, c'est on ne s'est pas assez préoccupé, mais c'est normal, on est au début de cette affaire, du passage de la trace vers la consolidation, parce que si on veut que ce tout petit sentier dans la forêt devienne un chemin, il va falloir y repasser plusieurs fois. Et alors après, on se dit, oui, mais comment? Combien de fois?
Voilà. Et ça, maintenant, au niveau de la rétention mémorielle, on a des idées. Enfin, c'est plus que des idées. On a maintenant des préconisations. Alors, c'était la question tout à l'heure, et vous avez anticipé les choses, c'est-à-dire que, ça c'est sûr, il ne vous restera quasiment rien. Dans quelques dizaines d'heures, il ne vous restera quasiment rien. Il va vous rester une espèce de mélange de choses sur lesquelles vous avez votre esprit à accrocher parce que ça faisait référence à des éléments de votre histoire, de vos préoccupations actuelles, enfin, etc. Voilà, il va rester des éléments de réponse à la question que monsieur a posée, parce que s'il l'a posée, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il a déjà des idées ou des questions là-dessus, etc. Il y a quelques éléments comme ça qui vont rester, mais pas rigoureux, pas cernés de sens précis, solides. Voilà, tout ça va plus ou moins s'estomper. Voilà. Et Dieu merci que la nature nous a fourni cette capacité d'oublier. On y reviendra. Autrement, ça serait fou. S'il fallait retenir tous les millions de perceptions quotidiennes et à vie, la vie serait un enfer. Hein. Mais y compris et surtout des choses pas drôles, pas marrantes. Heureusement que tout ça s'estompe. Donc il va falloir jouer avec l'oubli. L'enseignant doit jouer avec l'oubli. Alors je vais vous montrer quatre exemples. Alors le premier, qui est chronologiquement le plus ancien, c'est celui d'Alain Lurie, dont on parlait tout à l'heure, qui est le seul scientifique, neuroscientifique qui soit intéressé au public scolaire. Il y a passé sa vie. Il présidait l'université de Rennes 2, où il y avait la première chaire de sciences cognitives en France, il y a 40 ans maintenant. Et alors, il a beaucoup fait d'expériences avec les élèves. Il prend 200 élèves de terminale et il leur montre 15 mots, à raison de 1 par seconde des mots familiers. Tout le monde les connaît. Et donc, immédiatement après, il dit, bon, essayez de lister les mots que vous avez vus. Et en général, en moyenne, même pour des élèves de TS, ils en rappellent en moyenne 7. C'est ce qu'on appelle l'entendmnésique. C'est-à-dire que c'est la limite quantitative du nombre d'éléments qu'on est capable de retenir simultanément, récemment apprises. On ne peut pas aller au-delà, c'est pas possible, c'est une limitation. La mémoire de travail, c'est un instrument fabuleusement sophistiqué, mais quantitativement limité. C'est comme ça, voilà. Mais c'est pas ça qui intéressait Lurie. Lurie dit, vous avez vu les 15 mots, alors faisons pendant 2 minutes ce qu'on appelle une tâche de Peterson, c'est-à-dire une tâche de mobilisation d'esprit pour autre chose. Alors, on fait faire des anagrammes, on fait compter à l'envers, de 3 en 3, etc. Ça capte l'attention et on oublie, on ne fait plus raisonner, si vous voulez, les images qu'on a eues ou la perception qu'on a eue des 15 mots. Pendant 2 minutes. On fait ça, tâche de Peterson, c'est très connu. Et alors, 2 minutes après, il leur dit, bon, alors, les 15 mots... allez, vous faites la liste. Et on a oublié, enfin en moyenne, il y a une perte de 35%. Voilà, vous pouvez faire ça avec n'importe quel panel. On obtient toujours les mêmes résultats. Ça veut dire qu'en 2 minutes, on perd 35% de la perception immédiate. Donc en 2 heures, 2 jours, 2 semaines, 2 ans, vous imaginez la nature, si vous voulez, de l'écrasement exponentiel. Ce qui reste, c'est quasiment rien. Alors ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, alors c'est une expérience qu'on a conduite il y a 2 ans dans un lycée, sur 2 classes. Dans le cadre de l'APE, on prend 7 concepts de géographie que les élèves ne connaissaient pas dans leur immense majorité, et on passe 50 minutes, le professeur passe 50 minutes à leur donner le sens, etc. On est bien d'accord, et c'était une classe de 35 élèves à peu près, quoi. Et au bout de 50 minutes... tout le monde, tous les élèves de la classe, les bons, les moyens, les plus faibles, sont capables d'associer un sens. Alors, ils n'ont pas retenu par cœur. Ils sont capables d'associer un sens aux 7 concepts. Et alors, le prof ne dit rien et attend 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, elle leur dit, voilà, on a étudié il y a 3 semaines 7 concepts. Est-ce que vous pourriez associer un sens aux 7 concepts? Alors là, les élèves sont quand même très scotchés. Parce qu'en moyenne, et c'est un moment aussi, hein, c'est-à-dire c'est une classe un peu bobo, quoi. Enfin voilà, les élèves... sont plutôt des bons élèves. Et en moyenne, ils ne sont capables d'en donner avec un sens correct que 2.
Alors, les élèves ont du mal à comprendre, ils disent, mais ah bon, mais c'est ça, mais oui, c'est ça, mon ami. Mais le prof, lui, qui connaît très bien ce truc-là, dit, mais c'est normal. C'est normal, donc on va repasser 50 minutes à réapprendre cette affaire-là, il faut consolider. Donc on reprend. Alors c'est assez curieux parce que en même temps il y a oubli et en même temps il y a structuration des choses entre elles. Parce que le cerveau apprend, construit, quand il n'a pas la conscience d'apprendre. Le temps fait son jeu, fait son effet. C'est assez curieux. Les pauses, le temps où on fait autre chose, le sommeil, etc., jouent un rôle dans la construction des acquis. Alors bref, on reprend avec moins de temps. Il faut moins de temps, il faut moins de 50 minutes pour que tous les élèves de la classe soient capables d'associer un sens au terme. Et 3 semaines après, à nouveau, et c'est la dernière fois d'ailleurs qu'elle le fait, c'était une dame, et elle leur dit, alors même chose. Alors les élèves, en moyenne, statistiquement, ont été capables d'en rappeler 5. Alors pourquoi je vous montre cet exemple? Parce qu'on est déjà sur l'allure des courbes d'Ebbinghaus, celui qui a découvert les premières lois de l'oubli il y a 130 ans. Alors c'est universel, hein, ces courbes-là, je crois même que je vous montre le schéma après. Donc 5 au 3e apprentissage, alors 1, 2, après le 2e apprentissage, là on fait ça, 5 c'est mieux que 2, et c'est pas encore 7. Donc ça vous montre déjà l'allure, si vous voulez, de 3 semaines en 3 semaines, de l'efficacité du réapprentissage. Donc je trouve que cette manip qu'on a faite sur 2 classes et avec exactement les mêmes résultats est assez éloquente. 3e exemple en SVT au lycée Louis Jouvet il y a 2 ans. Donc le prof donne 20 définitions. Pareil. Alors c'était un prof qui était un peu étranger à tous ces concepts-là. Et donc 20 définitions d'SVT. Donc il dit aux élèves... contrôle mardi, quoi. Voilà, je vous donne des mots, vous donnez les définitions. Et puis, sans prévenir les élèves, 8 semaines après, il redonne le même contrôle, et le score moyen de la classe a été divisé par 5. Donc ça a profondément heurté, alors les élèves, même chose, mais le prof, parce qu'il s'est dit, dans le fond, 8 semaines après, alors à quoi j'ai servi? C'était très bas, hein. Le score de la classe était très bas. Et la deuxième chose, il s'est dit, mais dans le fond, j'ai marqué, alors je ne sais plus quel était le résultat du test, le premier, j'ai marqué, admettons, 12 de moyenne sur les bulletins. 8 semaines après, il n'y a plus que 3. Quelle est la valeur du 12? Donc c'est quelqu'un qui a revu, qui a repensé un peu la manière de noter, d'évaluer. Parce qu'il s'est dit, qu'est-ce que j'ai besoin de... Qu'est-ce qu'il faut marquer? Le travail fait dans le week-end pour apprendre, ou bien ce qui reste après 8 semaines? Donc ça, c'est une interrogation que les sciences cognitives posent, entre autres, sur l'évaluation. Dernier exemple qui date d'il y a 15 jours, donc une classe de 6e où le prof de PS donne à apprendre des définitions de termes plutôt de spécialité EPS. En 6e. Bon, le premier test était plutôt satisfaisant, et pareil, exactement pareil, au bout de 8 semaines, le score a été divisé par 5, et le résultat était très lamentable, y compris pour les meilleurs élèves. Alors ça, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant, pas pour eux, mais parce que ça veut dire que l'oubli, c'est pas forcément qu'une question de niveau d'élève, c'est une question de nature. La nature veut qu'on oublie. Ben oui, les phosphatases, elles sont là pour faire du ménage. Et il faut d'autres mécanismes moléculaires pour arriver à consolider. Alors voilà, donc je voulais vous présenter ces résultats un peu bruts pour vous dire que le cerveau est lent. Il peut être extrêmement performant dans sa fugacité, voilà. Mais pour l'acquisition mémorielle, il est lent. Il faut lui donner du temps. Et nous sommes dans un système scolaire, particulièrement en France, où vous courez tout le temps après. Voilà, vous courez après les programmes, il faut boucler les machins, les trucs, etc.
Alors l'élève qui est en terminale et qui passe son bac, il se retrouve avec ça de philo, ça de machin, ça de maths et tout, et voilà, et donc c'est vachement compliqué. Donc il faut réapprendre plusieurs fois. Alors le plusieurs veut dire combien, et quel est l'espacement de ces reprises. Alors on sait maintenant qu'on peut s'autoriser un réapprentissage à ce qu'on appelle un rythme expansé, c'est-à-dire un peu la loi du 1, 2, 4, 8, 16. On peut se permettre de réapprendre avec des espaces de plus en plus grands. Mais ça dépend de chaque individu. C'est-à-dire que vous, votre espace, votre écart, il sera différent de madame. Et puis, à l'intérieur de ce corpus que vous essayez d'apprendre, il y a des items que vous retiendrez mieux, d'autres pas. Donc là, c'est là où on tombe dans mais comment je particularise le réapprentissage. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc, à des rythmes expansés. Et surtout, alors ça, là, vous avez vraiment à peut-être imaginer des techniques, parce qu'il y en a qui marchent vraiment bien, c'est sous forme active. Alors, je ne sais pas si j'y reviens après, parce que j'ai recomposé le montage pour vous. J'amorce la chose. Il y a deux manières de mémoriser. Une qui est beaucoup plus efficace que l'autre et qui n'est jamais utilisée. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que ça ne se sait pas. Il y a la mémorisation active versus la mémorisation passive. La mémorisation passive, si vous voulez, c'est le rereading. C'est-à-dire, je lis. Je regarde, je lis, oui, d'accord, je sais. C'est ce que font tous les étudiants quand ils apprennent quelque chose. Ça, c'est la mémorisation passive qui marche à court terme. Pour le lendemain, ça marche. Pour le lendemain, c'est ce qu'on appelle le cramming en anglais, le pachetage. Enfin, ça marche pour quelques dizaines d'heures. Ça fonctionne. On révise le matin, ou en venant, ou puis à la veille au soir, ça marche. Mais il n'y a pas d'effet sur la durée. Tandis que la mémorisation active, c'est j'essaye d'aller chercher la réponse dans ma mémoire. Je m'interroge, je me pose la question. C'est plus fatigant, mais c'est beaucoup plus efficace à terme. Donc, c'est les groupes d'auto-interrogation, c'est les logiciels de réapprentissage, c'est la mémorisation active sous toutes ses formes, c'est les encarts de mémorisation dont je vous parlerai tout à l'heure, et ça serait bien s'il y en a qui le fassent, parce que c'est vraiment efficace. Toutes ces choses qui obligent à s'interroger, et là, on retient avec un coefficient multiplicateur énorme. Alors, pourquoi le fait-on pas? Pourquoi n'apprend-on pas aux élèves à le faire? Alors, ils le font, ils ne le font pas. Mais il n'empêche que si on le fait, ça marche beaucoup mieux. Alors, c'est ça, les courbes d'Ebbinghaus. Alors, la première fois, énorme dépense d'énergie, en effort, quoi. En effort au sens de fatigue. Il faut s'y mettre, il faut s'y coller. Première, voilà. Après, extinction massive, brutale, au bout de quelques heures, dizaines d'heures, et puis on réapprend avec moins d'effort, ça s'éteint plus lentement, etc. Et on peut considérer qu'un élément qu'on a essayé d'apprendre au bout de 3 à 8 répétitions, bien correctement étalé dans le temps et expansé, on le retient à terme. Mais attention, il ne s'agit là que d'une allure. C'est une allure, ça dépend des individus, des items à apprendre, c'est là où voilà, la réalité est complexe. Mais n'empêche que l'allure est là. Alors si déjà l'enseignant incite, invite, contraint, oblige, enfin vous utilisez la technique que vous voulez, à ces stratégies de réapprentissage, etc., alors là on gagne une efficacité formidable. On gagne une efficacité formidable. Et l'effet a été particulièrement démontré pour les élèves moyens. C'est eux les grands bénéficiaires de cette affaire. Vous vouliez poser une question, monsieur? À propos de la courbe. Pardon? À propos de la courbe, oui. J'ai utilisé la veille. Je suis prof de maths et ça me fait penser à une courbe particulière. Je voudrais savoir si c'est simplement fortuit ou s'il y a une raison derrière. C'est-à-dire, ça me fait penser à un logarithme, la courbe du logarithme. Ah! Parce qu'il y a des sortes d'asymptotes, et puis surtout la courbure diminue au fur et à mesure. Non mais j'y pense parce que le logarithme exponentiel c'est lié, et l'exponentiel c'est un phénomène qui apparaît naturellement. Oui, absolument. Donc je voudrais savoir si c'est fortuit ou s'il y a quelque chose. Alors, là, un modèle mathématique. très précisé, non, alors, on n'en est pas, si vous voulez, on n'en est pas à traduire ces phénomènes
comme vous dites, par des modèles, etc. Bon, toujours est-il qu'ici, c'est asymptotique, c'est clair. Mais elle a été construite, cette courbe, par expérience? Ah oui, 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 ah, bah, il y a des tonnes d'études. D'accord. Parce que... Ça, c'est une espèce de présentation simpliste, mais dont l'allure est bonne. L'allure est correcte. Une piste de recherche. Comment? Une piste de recherche, ça. Il y a effectivement un phénomène. Ah, mais il y a eu des centaines, peut-être plus, d'expériences là-dessus qui conduisent à peu près toutes à cette allure-là. Alors ensuite, si vous voulez, ce qui n'apparaît pas là-dedans, c'est pour ça que j'ai une courbe un peu idéale et qui ne repose probablement pas sur une forme mathématique précise, c'est que lorsqu'il n'y a plus réapprentissage, que devient cette courbe? Là, il y a eu aussi des études là-dessus, c'est pas simple. Alors, si vous voulez, sans rentrer dans le détail, mais tout le monde connaît l'allure d'un neurone. Un neurone a sa partie noyau, qui est la matière grise, en fait, c'est la matière grise, qui est entourée d'arbres dendritiques, qui permet à un neurone de se lier à d'autres neurones. Alors l'information arrive par la gauche, elle circule à l'intérieur de l'axone et se termine, et ça c'est la terminaison synaptique. Ici l'information arrive sous forme, là c'est plutôt ionique, c'est un peu compliqué, et ici sur le synapse il y a un espace et ça va vers la dendrite du neurone suivant. Et là, c'est là que sont les fameux neurotransmetteurs qui transmettent l'information. Donc, en gros, si vous voulez, ça se passe comme ça. L'information, il y a une activation avec des choses qui se passent dans la partie noyau. Ensuite, il y a circulation ici et il y a terminaison là. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le cerveau apprend? Il y a une plasticité à chaque instant. Lorsque votre cerveau est en activité, il y a développement des terminaisons dendritiques, c'est-à-dire chaque dendrite, c'est un peu comme dans un arbre, des espèces de bourgeonnements, des épines dendritiques, qui se développent pour aller créer des liens avec d'autres neurones. Donc, si vous voulez, de façon là encore un peu brutale, un neurone, au début de la vie, peut être relié en moyenne à 100 ou 1000 neurones voisins, mais si c'est un neurone qui est concerné par des activations fréquentes et un peu riches, ça peut monter jusqu'à 10 000 voire 100 000 connexions avec d'autres voisins, soit proches, soit plus loin, d'où l'existence de cet axone qui permet de se connecter de façon un peu loin. Donc il y a développement des arborescences dendritiques, c'est sûr. Lorsque vous faites bosser vos élèves ou lorsque vous réfléchissez, il se passe ça. Ensuite, l'information circule. Mais autour, vous avez ce qu'on appelle la matière blanche, la myéline, qui, lorsque les réactivations sont répétées, cette myéline se développe et elle assure une accélération de l'information. C'est-à-dire qu'un cerveau qui s'est beaucoup entraîné, c'est un cerveau où l'information circule vite, beaucoup plus vite. C'est de l'ordre du mètre par seconde, mais ça peut aller de 1 à 10 mètres par seconde. Et donc, si vous voulez, il y a ce phénomène-là d'entraînement. Enfin, je pourrais vous donner plein d'exemples. Je ne vais pas le faire parce qu'on n'a pas le temps, mais voilà, il y a myélinisation de l'axone. Et là, la synapse se développe, se renforce, la densité de transfert de neurotransmetteurs est plus importante. Donc, si vous voulez, un cerveau qui réfléchit, qui pense, qui apprend, c'est un cerveau qui est plastique aussi au niveau de chaque neurone. Et il y a à la fois cette plasticité locale, hyper locale, c'est un peu la microgénèse, comme on dit, mais il y a aussi le développement des connexions. Et donc, constamment, les neurones ont tendance, si vous voulez, à se défaire de certains voisins, à se refaire avec d'autres. Tout ça, ça s'opère tout au long de la vie, c'est l'ontogénèse, c'est le développement des êtres vivants au cours de leur existence. Deuxième chose qu'on remarque, c'est le handicap lié à l'aspect flou, si vous voulez, des connaissances. Comme le cerveau ne peut pas absorber
ni assimiler, ni retenir trop de choses. Je ne sais pas si je vous rappelle cet exemple-là, mais il y a des expériences éloquentes. Là, c'est pareil, je vais vous en dire deux mots. On a conduit l'année dernière une expérience avec une personne, alors vous allez me dire c'est que une, etc., mais c'est déjà un indicateur, à qui on a demandé d'apprendre, c'était un cadre sup, hein, bac plus je ne sais pas combien, et on lui a demandé d'apprendre des très courtes expressions anglaises. C'est quelqu'un qui pratique mal la langue anglaise et on a choisi 600 expressions qu'il ne connaissait pas. Et enfin, c'est très cadré, il y a un protocole extrêmement serré. Et donc on lui a demandé d'en apprendre 30 par jour, pendant 5 jours, 6 semaines de suite. Parce que ça correspond à la moyenne de ce qu'on demande d'apprendre à un élève de 3e ou de seconde. C'est la moyenne de ce qu'on demande d'apprendre à un élève en termes de ce qu'on appelle mot-concept. C'est-à-dire un mot de langue, une définition ou un concept. Qu'est-ce que c'est une bisectrice, une personne, etc. C'est la moyenne. Ça a été fait sur des statistiques, sur des cours de prof, des bouquins, etc. Alors lui, on lui demande de se placer dans la peau de l'élève. Et est-ce qu'il est capable d'apprendre 30 expressions pendant 5 jours et le tout pendant 6 semaines. Et on lui donne pour ça un logiciel de réapprentissage qui optimise considérablement le réapprentissage, qui est le seul actuellement sur le marché, qui s'appelle Anki, mais qui existe depuis des décennies, ça fait 20 ou 30 ans qu'il existe, et qui permet d'optimiser, c'est-à-dire ce logiciel est capable de dire c'est à ce moment-là que monsieur Untel doit être réinterrogé sur ces items, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a un fléchissement de la rétention. Parce que les logiciels savent faire ça. Parce que si vous voulez, même si on n'est pas capable d'associer à ce phénomène des cours mathématiques précis, on a quand même des allures. On sait en gros la statistique du moment de réapprentissage. Donc ça, c'était pour lui très précieux. Eh bien, au bout de 4 semaines, il était interrogé sur 80 à 90 questions par jour. C'est-à-dire que c'était plus jouable. Conclusion, le taux exigé de rétention pour un élève de 15 ans, enfin 15-16 ans, est au-dessus de ses possibilités. Lui, il ne pouvait plus et ça lui prenait, et il allait vite, hein, ça lui prenait en moyenne, au maximum de la courbe, ça lui prenait 35 minutes par jour. Et après, curieusement, il fallait moins de temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est asphyxié, c'est trop, et après, ça se redégonfle, on peut continuer à apprendre autant, tout simplement parce que quand vous répétez, comme vous pouvez vous réinterroger avec des espaces de plus en plus grands, ça désengorge la masse, et donc vous pouvez assumer, voilà. Mais toujours est-il que, massivement, on ne peut pas. D'où la question. Alors, si l'élève ne peut pas, surtout celui qui fait l'effort d'apprendre, mais si on ne peut pas, on fait quoi? On limite la masse, c'est-à-dire on sélectionne les essentiels, quels essentiels et pourquoi, ou alors on dit, bah, advienne que pourra, c'est en général ce qu'on fait. Bon, voilà. C'est pas mon problème, enfin, c'est plus mon problème, c'est ce qu'on fait. Enfin, voilà, souvent, enfin, presque tout le temps. Donc, il y a un vrai problème, si vous voulez, sur quoi on met la lumière, sur quoi on met le focus. Troisième item, il y a des techniques maintenant éprouvées. C'est-à-dire ces techniques de mémorisation, de rétention, elles sont identifiées. Alors pourquoi ne pas les connaître et pourquoi ne pas apprendre aux élèves à les utiliser? Alors nous, on a beaucoup d'expériences de ce type où on s'aperçoit que très vite, les élèves sont demandeurs et ne peuvent plus s'en passer. C'est clair. Alors il y a toujours, sur une classe, si vous voulez, statistique de 35 élèves en seconde, il y en a toujours 4-5 sur qui ça ne prend pas. Bon, c'est clair, c'est comme ça. Mais je dirais que les bons en font leur miel, c'est clair. C'est-à-dire qu'ils deviennent très bons. Et puis, par contre, ce qui existe moins dans les stratégies classiques, et là qui peut être mis en place, c'est que les moyens et les moyens faibles, ils s'y retrouvent extraordinairement. Donc voilà. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a? La mémorisation active que je vous citais tout à l'heure. Ménager des micro-séquences de mémorisation en classe, soit pendant les cours. Ah ouais, Néane, il le fait au Collège de France avec des gens pot-de-pot, alors pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas dans nos cours?
soit à la fin du cours, soit utiliser des logiciels de mémorisation, soit utiliser donc ce qu'on appelle des encarts de mémo. C'est-à-dire, parce que c'est marrant, parce que les cours des profs, c'est toujours linéaire. C'est un truc, j'ai jamais bien compris pourquoi. C'est un cours linéaire, si vous voulez. Il n'y a pas de questions. Alors qu'on peut très bien ménager à l'intérieur de la présentation du cours des espaces où vous avez une question à gauche et la réponse à droite. C'est ce qu'on appelle c'est pas des fiches de révision. Les fiches de révision, elles se contentent de cerner les essentiels. Mais la fiche de mémo, c'est là où on fait l'effort de se poser la question. Alors là, vous allez dire, mais l'élève va pas le faire. Eh ben, non. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il le fait. En terminale, ça marche du feu de Dieu, parce qu'ils savent que ça marche. Et en seconde, il faut plusieurs mois pour que quasi tout le monde le fasse. Mais moi, je vais vous faire une confidence, je l'ai oublié. Mais chaque fois que je lis un bouquin, je souligne ce qui est important, c'est pas original, je relève toutes ces choses-là, et je me fabrique des fiches de mémo. Et j'ai 5 mm de feuilles qui représentent 2500 pages de livres techniques, et très régulièrement, je me les révise et je mets 25 minutes pour réviser un livre de 300 pages. C'est ma fiche de mémo. Bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais n'empêche que avec cet exercice-là, j'ai en tête constamment 3000 pages de bouquins. Voilà, bon, c'est ma technique, hein. Voilà, chacun. Et encore, c'est sur papier. Si j'avais un logiciel, comme je vous parlais tout à l'heure, c'est pas 20 minutes, c'est 10 minutes qu'il me faudrait. Vous voyez, il y a des moyens maintenant informatiques qui permettent d'être beaucoup plus performants. Alors, vous avez ces fameux encarts. Alors, dans mon équipe, il y a pas mal de profs qui font ça maintenant. Ils construisent leur cours avec des jeux de questions-réponses, soit à l'intérieur du cours, soit des feuilles annexes. Ça coûte pas cher, ça mange pas de pain, c'est facile à faire et c'est extrêmement efficace. Bon. Donc, fléchez les essentiels. Alors, vous avez les essentiels dont vous avez envie que l'élève le retienne à très long terme. Priorité 1. Vous avez les essentiels qui servent pour construire des compétences. Exemple, prof de physique en seconde, il a des élèves qui vont s'orienter en ES, en machin. N'empêche que vous lui apprenez à développer des compétences. Sur la base de quoi? Sur la base d'expérience, de raisonnement, de recherche, de trucs. Mais pour les faire, il a besoin d'apprendre un certain nombre de choses. Donc c'est des essentiels à moyen terme. Et puis si d'aventure il les oublie, c'est pas grave. Mais il aura construit ses compétences. Et puis vous avez toutes les informations du type illustrative, introductive, voilà, tout ça, dont si c'est pas retenu, c'est pas grave. Donc il y a une hiérarchisation à opérer et qui n'est pas évidente. Et dans les bouquins, il y a des tentatives, mais c'est pas terrible, quoi. C'est pas très très bien fléché. Alors, il y a aussi tous les systèmes de réactivation. Alors, en collège, en lycée, vous n'avez pas trop le temps, mais en collège, ça marche extrêmement bien. Nous, on a une classe Mémato, je ne sais pas s'il y a des gens qui lisent les cahiers pédagogiques, mais on a eu droit dans un dernier numéro à une page sur la classe Mémato de Hermont, à Saint-Ex, où tous les profs sont ensemble en équipe péda, ils se donnent des objectifs qui sont associés à des données de neurosciences, enfin de sciences cognitives. En particulier, ils ont le sac à souvenirs. Sac à souvenirs, c'est un petit sac que les élèves transportent d'heure en heure, et à chaque cours, le prof, vous êtes prof de quoi, madame? EPS. EPS. J'ai des sacs, mais... Espagnol. Le prof d'espagnol, il dit, voilà, il y a trois expressions, j'ai envie que les élèves les retiennent. Il fabrique des flashcards, des cartes avec recto verso, la question, la réponse, et il le dépose dans le sac. Et le sac, il se balade de cours en cours, et puis à nouveau, monsieur Vardet. Votre prénom? Emmanuel. Alors, c'est mieux. Alors, Emmanuel, il a le sac à souvenirs avec une question qui a été déposée par un prof de maths il y a 15 jours. Il tire mince des maths. Il ne sait pas répondre. C'est génial, les élèves adorent. Et il y a de la réactivation aléatoire. Mais à Hermont, ils ont sophistiqué le truc. Par semaine, ils ont mis des vignettes de couleurs différentes. On enlève, on remet. C'est très sophistiqué. Les élèves adorent. Et on a observé, c'est pas magique, c'est pas miraculeux, mais on a observé une augmentation nette
Sur le même type d'épreuve, ils font ça sur une classe de 6e par rapport aux autres, et au départ, elle était plutôt faible. Il y a en moyenne toujours un peu 2 points de plus sur les contrôles, à égal, si vous voulez, à sujet égal. Enfin bref, voilà, mais en seconde, il y a des cahiers de réactivation du même type qui fonctionnent. Enfin, il y a un lycée où ça fonctionne dans les classes de seconde, etc. Alors, il existe les outils numériques de mémorisation. Je vous ai signalé Anki, A-N-K-I, qui est un outil, enfin moi je l'utilise tout le temps, qui existe donc depuis des décennies, hein, pour les cadres qui veulent apprendre des langues. Mais sur Anki, on peut mettre des protocoles, on peut mettre des schémas, on peut mettre des mots, on peut mettre des sons pour la langue étrangère et tout. Donc on fabrique des flashcards et ça sert. Alors nous, on a cette année une dizaine de classes qui expérimentent ce truc-là avec un succès remarquable, si vous voulez. Surtout, alors ça, on n'attendait pas ça, surtout sur l'incidence positive que peut avoir la précision du contour de sens. Alors, en maths, très clair, ça oblige les élèves à avoir une exigence de sens. Ça diminue le flou autour d'un mot ou d'un concept. Et en langue, enfin en lettres, pardon, en lettres. C'est-à-dire, on fait ça sur... on a fait ça sur une classe de seconde première, je ne sais plus, ST, je ne connais pas les sigles. Bref, des élèves qui sont un peu faibles, et on leur a demandé, non mais c'est vrai, c'est pas un peu noté, et donc qui ont des difficultés de communication et de compréhension, et on a observé dans leur expression écrite une plus grande aisance à pouvoir dire, à pouvoir écrire des choses parce qu'elles étaient capables, c'était quasiment que des jeunes filles, elles étaient capables d'associer un mot avec un sens assez précis. Et on a fait une statistique récente, enfin pas récente, ça date déjà de 2-3 mois, aux épreuves orales de bac blanc, c'était en première. Et on s'est aperçu que ces mots qui avaient été appris par des outils numériques revenaient nettement plus souvent dans l'exercice d'oral. Donc c'est un effet évident. Mémorisation en cours. Alors le testing, c'est de se dire je ne teste pas une fois. C'est pas je fais le chapitre, vous apprenez contrôle mardi. C'est je fais le chapitre, vous apprenez ces essentiels-là. Alors il n'y a pas que de la mémorisation de briques de savoir. C'est aussi entrelacé avec l'acquisition de méthodes, etc. C'est à la fois heuristique et ponctuel, si vous voulez. C'est évident. Mais l'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, le testing répété a un effet important. Et le contrôle qui aura la note forte, si vous voulez, c'est le contrôle différé. Un peu comme en Allemagne. C'est comme ça qu'on procède. Il n'y a qu'un contrôle important par discipline, par trimestre. Et le reste, c'est du testing ponctuel. Donc le testing, c'est intéressant de le mettre en place. Enfin, les profs qui le mettent en place, en général, se félicitent de l'effet, c'est très clair. Et alors, il y a un effet qu'on connaît maintenant bien, c'est ce qu'on appelle le feedback immédiat. C'est-à-dire, si vous vous posez une question, si vous avez un doute sur la précision de la réponse, si vous avez la réponse immédiatement après vous êtes posé la question, mais de façon un peu attentive, si vous avez la réponse assez vite après vous êtes posé la question, l'effet, si vous voulez, de rectification est beaucoup plus efficace que si vous laissez traîner la réponse pendant un certain temps, chose qui se fait quand vous donnez un contrôle, vous prenez les vacances pour corriger, vous le rendez après, l'effet de rectification est quasiment nul. Donc, par contre, si vous l'avez en direct, l'effet est beaucoup plus important. C'est ça, une des vertus des outils numériques de mémorisation. Alors, Anki, c'est ça. Ça se présente comme ça. C'est-à-dire que vous avez une question, quelle est la couleur cyan? En général, les gens, ils ont déjà entendu ce mot, ils ne savent pas trop, etc. Alors vous posez la question, cyan, alors il y a des gens qui savent, c'est clair, il y a des gens qui ne savent pas du tout, puis il y a des gens qui se doutent. Alors une fois que vous avez la réponse, bleu-vert, vous dites, je coche sur c'était facile, c'était difficile, ou pas trop, et alors donc la question va réémerger un peu plus tard, dans un délai que le logiciel aura calculé. Et alors la fois suivante, vous avez à nouveau la question, vous vous posez les mêmes questions, vous avez progressé ou pas, et vous avez une autre arborescence temporelle. Et le logiciel est capable de traiter des centaines de milliers d'items, et en fonction du nombre de reprises, si vous voulez, est capable de vous réinterroger avec des écarts différents.
C'est là où il est très fort et que nous, on ne sait pas faire. Donc ça, c'est des logiciels de remémoration, si vous voulez, individualisés. C'est le seul actuellement qui fait ça. Parce qu'il y en a d'autres, hein. Des Quizlet, Creative, Vocabulaire, je ne sais pas quoi. Mais il y en a plein, hein, sur le marché. Mais en tout cas, Anki, il a cet immense avantage. Oui, donc normalement, enfin, la plupart des enseignants connaissent ce genre de choses, surtout en langue, parce que ça a été beaucoup développé en langue. Alors Anki, c'est gratuit, c'est téléchargeable, c'est open, ça dure, vous téléchargez en 40 secondes. Alors la notice d'emploi est un peu austère, donc en général les profs les disent oh, c'est compliqué, je fais pas, mais quand on le fait, ça marche très très bien. L'encart de mémorisation, c'est ça. C'est à l'intérieur du cours, vous mettez... Alors ça, il y a des disciplines qui s'y prêtent évidemment bien plus facilement que d'autres, en SVT, en physique, etc. Moi, on a essayé avec mon équipe de le faire en physique, c'est très facile. Mais il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Excusez-moi. Là, l'encart de mémorisation, je ne vois pas ce que c'est en fait. L'encart de mémo, eh ben, si vous voulez, au lieu d'avoir le texte linéaire comme on a toujours, si vous voulez, quand vous pensez que l'élève doit savoir ce que c'est, je sais pas, moi, la loi de Lamberber en première S, vous mettez quelle est la loi de Lamberber ou quelle est la signification de ce paramètre de cette loi, et puis vous avez la réponse à droite. Donc l'élève occulte la partie droite et il s'interroge, il joue le rôle de la maman quand il était petit. Voilà, c'est ça, c'est uniquement ça. C'est mon système à moi pour retenir les bouquins, hein, mais j'ai deux colonnes, hein, j'ai les questions, les réponses. Et je cache. Ah d'accord, l'élève cache. Oui, et c'est actif. C'est actif, c'est beaucoup plus efficace. Mais alors si, je ne sais pas quelle discipline vous enseignez, mais il y a ma femme est prof d'histoire en lycée, elle a des seconde, première, terminale, et elle le fait dans toutes ses classes, mais pas sous la forme comme ça. Elle a des documents annexes, des feuilles de récapitulation des essentiels. Mais alors par contre, tous ses élèves utilisent Anki. C'est-à-dire qu'elle a élaboré des paquets de cartes, et alors là, je vous dis, les résultats et la satisfaction des élèves, ça explose. Et il y a des élèves qui changent de lycée, par exemple entre la première et la terminale, et ils viennent la voir en disant madame, est-ce que vous n'auriez pas les paquets de terminale? Parce que là, c'est pas assez fléché, c'est pas assez efficace. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est en train de monter, cette affaire. Alors, pourquoi est-ce que seulement 1% des profs que je vois, j'en ai à peu près vu donc 10 000 en 3 ans, et dans si vous voulez, il y a quelques centaines de profs qui se sont mis plus ou moins à des choses, etc. Pourquoi il y en a si peu? Parce que c'est vrai que ça oblige à leur fournir les outils, parce que c'est pas les élèves qui vont se fabriquer les flashcards, hein. C'est clair, hein. C'est pas eux qui vont le faire. Le chef d'orchestre, c'est le prof. Donc c'est lui qui explique comment ça marche, c'est lui qui aide à fabriquer les outils. Alors si vous faites le stage établissement, parce que mes confs sont suivis d'un petit stage établissement, c'est probablement Sophie Isler qui le pilotera, c'est une prof de SVT du lycée de Sucy-en-Brie, et alors elle pratique les fiches de mémo, elle est prof de SVT, donc elle pratique les fiches de mémo dans toutes ses classes, si vous voulez, et alors, comment elle fait au début, elle les faisait, puis après elle les a fait faire, c'est-à-dire qu'à chaque semaine, c'est 2 élèves différents qui fabriquent les questions, ce qui n'est pas un exercice facile. Et puis ensuite, elle corrige, et puis ça rentre dans la besace commune, ça tourne. Donc il y a aussi tout un tas d'activités pédagogiques qui peuvent être construites autour, si vous voulez. Ensuite, une condition essentielle, si vous voulez, c'est que vous expliquiez aux élèves comment leur cerveau fonctionne. Parce que si vous arrivez avec des techniques un peu exotiques, surtout si vous êtes seul à faire ces choses dans une équipe pédagogique, c'est pour ça que je ne vous conseille pas de le faire. Si vous lancez dans des modalités un peu nouvelles, soyez au moins 2-3 dans une classe pour être crédible auprès des élèves. Voilà, c'est un conseil très fort que je vous donne là. Autrement, vous allez vous lasser, ça va être difficile et tout. Mais à ce moment-là, les profs, ils commencent, si vous voulez, par expliquer aux élèves comment ils fonctionnent. Et là, les élèves changent complètement de posture. C'est-à-dire qu'ils deviennent vos complices. Ils comprennent vos stratégies. Et comme souvent ça marche pas mal, après ils ne peuvent plus s'en passer. Donc il faut les rendre, voilà. Mais pour pouvoir leur apprendre, il faut déjà le savoir. C'est pour ça que je fais
la conf, et j'ai déjà sûrement pris beaucoup de temps, non? C'est passionnant. Mais je donnerai à Frédéric un petit montage, qui est un montage visuel, qui est du niveau de lycée. Et si ça vous dit, vous lancez dans 2-3 trucs, par exemple sur la mémo, sur des choses comme ça, ben vous passez les slides qui correspondent pour leur expliquer. C'est des outils qui peuvent vous aider à expliquer aux élèves comment ils fonctionnent. Ensuite, c'est à vous, bien sûr, de bâtir des calendriers de testing. Vous voyez, par exemple, bon, mais terminer un programme trop tôt avant un examen, au niveau de l'élaboration, de l'ancrage des choses en mémoire, c'est totalement contre nature. Donc, alors vous allez me dire, ouais, mais il faut faire le programme. Oui, je sais. Et quand on dit ça aux gens de la Commission supérieure des programmes, ils ont beaucoup de mal à entendre ça, parce qu'en général, ils ne connaissent rien là-dedans. Mais enfin bon, à un moment donné, il va bien falloir faire des coupes. Ce qui commence à avoir lieu, par exemple, pour les TT. Au collège, c'est très net, et ça démarre un peu en second. Donc, à un moment donné, il va bien falloir passer par là, mais c'est à vous à bâtir des calendriers de testing. Et c'est vous qui organisez, évidemment. Vous êtes, en fait, cette affaire-là, ça concerne surtout les profs. Ça remet surtout en question vos modalités de travail. Alors, ne démarrez pas tout. Tu vois, par exemple, à Jouvert, à Montmorency, à Hermont, etc., c'est des classes entières qui fonctionnent avec 5 ou 6 actes des Sciences Co, mais c'est déjà élaboré au bout de la 2-3e année. Mais ce qu'il faut, c'est démarrer quelque chose, se lancer là-dedans. Voilà, mettre la main à la pâte, comme dit Bertini. Alors donc, je l'ai déjà évoqué, et donc je vais vite. Les sciences cognitives sont là pour dire, attention, dans l'évaluation, on a tendance, jusqu'à présent, on avait tendance à évaluer ce qui était récemment acquis, ce qui est évidemment un leurre. On croit qu'en contrôlant le mardi ce qui a été appris la semaine d'avant, on a une représentation de ce que l'élève a réellement inscrit dans ce... Non, ça serait méconnaître la nécessaire consolidation des méthodes et des savoirs. Donc il faut de la consolidation derrière, et il y a l'oubli qui fait son œuvre, donc il y a des choses à penser. Par ailleurs, c'est quoi évaluer? C'est essayer d'avoir une représentation aussi objective que possible de ce que l'élève sait ou sait faire. Mais les méthodes de rappel, comment est-ce qu'on ramène à la conscience quelque chose qu'on a quelque part dans les réseaux d'inscription des choses là dans nos mémoires, si vous voulez, il y a plein de méthodes, enfin il y a plein de modes qui sont singuliers. On a ce qu'on appelle le rappel libre. Par exemple, la caricature des caricatures, c'est les intitulés de bac d'histoire. La Chine de, je sais pas quoi, de 59 à nos jours, je sais pas quoi. En 7 mots, 2h30, l'élève doit tout... c'est libre, enfin je veux dire, il a tout à amener. Les savoirs, l'organisation, le plan, les référents, tout. Autrement, vous avez le rappel par indice. Le rappel par indice, c'est quels étaient vos camarades de 6e. Est-ce que vous seriez capable? C'est très dur en rappel libre. C'est très dur. Mais si je vous montre une photo, monsieur, vous aurez reconnu 60% des élèves. Vous ne serez peut-être pas capable de donner leur nom, mais vous les reconnaîtrez alors. Vous êtes en mémoire ou vous n'étiez pas en mémoire? Et donc il y a le rappel, si vous voulez, c'est pas forcément simple. Vous savez très bien, quand vous cherchez quelque chose qui ne vient pas, le nom d'une personne, vous dites, je cherche le nom d'une personne, et puis vous faites autre chose. Et 10 minutes après, le nom arrive. C'est quoi ce mécanisme? Eh bien, si vous voulez, c'est un petit peu ça, le rappel. C'est-à-dire qu'avec des indices, vous voyez une dame, vous dites, ah, Madame Durand, c'est quoi déjà son prénom? Non, vous dites, ah, c'est qui cette dame? Puis à un moment donné, elle dit, Madame Durand. Ah ben oui, Michel Durand, oui. C'est très curieux comme ça se passe. Donc, il faut, dans les évaluations, est-ce qu'on met des indices? Et puis, vous avez le rappel par reconnaissance, le quiz. 3 solutions, c'est... Voilà. Donc, vous voyez, il y a des modes de rappel. Donc, nous, on a fait un travail au lycée de Villadan, il y a 2 ans, sur la construction de sujets physiques, où on a essayé de mixer les modalités pour avoir une représentation la plus objective possible. Voilà. Alors, dans l'évaluation, il y a tout ça. Donc, on représente la note.
est-ce qu'on va faire du testing avec un contrôle différé, avec des coefficients différents? Parce que le testing, c'est pas simplement j'évalue ce qui sait à un moment donné. Mais chaque fois qu'on teste, chaque fois c'est de la mémo active, et donc c'est un vrai effort de mémorisation. Donc ça participe à la rétention. Il y a l'histoire, alors je sais que les profs de maths ou les inspecteurs font du spiralaire, mais d'accord, mais le spiralaire c'est bien, mais c'est un peu aléatoire en termes de reprise. Donc il faut peut-être le cadrer plus. Alors le PCC, moi je ne suis pas marié avec André Antibi, même si j'ai travaillé un peu avec lui, mais si vous voulez, il y a quand même dans le PCC des choses qui sont intéressantes, qui sont très facilitantes. Et les modalités de rappel, c'est ce que je venais d'évoquer. Alors l'implication active, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire il semblerait que on ait des structures corticales qui s'activent quand on reçoit, comme vous maintenant, et on a d'autres structures qui s'activent quand on produit. Et on est quand même très dans un système, encore maintenant, de réception transmissive. Et ce que je fais devant vous, là, cette espèce d'exercice, c'est une caricature monstre, j'ai honte. Parce que j'ai tout faux. Je vous balance des trucs, qu'est-ce que vous faites ces infos, c'est que transmissif, il n'y a pas d'implication, c'est nul. Mais pour 2 heures, on ne sait pas faire autrement, je ne vous ai jamais vu, comment faire? Donc voilà, et puis c'est comme ça. Là c'est bien boulonné, hein, les bancs, on ne va pas les enlever demain matin, on ne va pas faire de la reconfiguration d'espace comme ça. Vous savez, en août dernier, j'ai été invité à faire la conférence d'inauguration du lycée Churchill de Londres, le 2e lycée français de Londres. J'arrive, c'était le 28 août, admettons, j'arrive le matin, la proviseure me dit, on va visiter le lycée, et il y avait tous les jeunes profs qui arrivaient, qui étaient nommés, ils étaient hyper contents d'être nommés à Londres et tout, et stupéfaction, aucune classe n'était équipée de tables et chaises comme on a l'habitude de voir. Alors, j'ai vu la plupart des visages des jeunes collègues pâlir, en disant, mais alors c'est demain que je... Et alors comment je fais? Alors il y avait des petites tables rondes, etc. En fait, ce lycée, qui est énorme, hein, c'est un lycée énorme, parce qu'ils prennent de la maternelle jusqu'au terminal et même après, en fait, il prévoit des reconfigurations spatiales 2 ou 3 fois par séquence. Selon qu'on fait de la transmission, des îlots, etc. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que, évidemment, les îlots, ça a des vertus énormes, surtout pour les élèves moyens. Encore faut-il... Alors, d'ailleurs, il me semble que je l'ai mis. Oui, c'est après, je crois. Les îlots ont des vertus formidables, mais c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut vraiment y revenir, s'y essayer. Est-ce qu'on fait des îlots homogènes? Probablement pas. Est-ce qu'on donne les mêmes objectifs? Peut-être. Exactement les mêmes? Pas sûr. Quelle est la place du prof qui se balade autour des îlots? Est-ce qu'on peut conduire 8 îlots de 4 en même temps à un seul prof? Ou s'il faut être 2? Tout ça sont des questions qu'il faut éprouver. L'expérience montre que ça peut marcher et superbement marcher si c'est pas tout le temps comme ça, si à bon escient, etc. Tous ces espaces de classe qui ne sont plus monomodes, qui sont laissés voilà, selon le type d'activité que vous voulez faire. Sortir du cadre unique, de la modalité unique. Il y a... Vous êtes prof de lettres? Oui. Il y a, sur l'Académie de Versailles, un petit groupe de recherche en lettres qui est piloté par Alimatou Besson, qui fait partie de mon équipe, et qui a mis en place des techniques d'îlots absolument géantes. Alors évidemment, elle a beaucoup travaillé cet aspect-là, mais elle a réussi à démontrer que dans un collège extrêmement défavorisé, elle a rehaussé considérablement la relation de l'élève à l'acte d'apprendre. Donc c'est pas que des performances scolaires, c'est aussi qualitatif. Alors on peut imaginer les modules de remise à niveau,
les modules de remise à niveau, c'est un peu... vous n'avez pas la BOMEP, hein, vous, sur Creta ici. Alors ça peut s'utiliser, enfin savoir. Et puis vous avez les exigences différenciées. Il y a un lycée avec lequel je travaille beaucoup, qui est l'école de transmission de l'armée de terre. C'est un gros lycée à Rennes, il y a 3000 élèves. Et ils ont des techniques, parce qu'ils ont 6 mois pour apprendre à des tout jeunes bacheliers un métier. Et c'est très compliqué parce que le niveau est très hétérogène. Donc ils ont des systèmes, si vous voulez, le formateur, le prof, transmet un certain nombre d'éléments. Alors évidemment, ils sont informatisés, mais c'est des classes de taille normale. Mais ils ont un ordi, chacun ou pour deux, je ne sais plus. Et le prof, il a une tablette live question, c'est-à-dire qu'il a la visualisation instantanée de l'avancée de chaque élève par rapport aux activités qu'il doit faire. Donc ça lui permet immédiatement, sans se déplacer, de savoir qui a besoin de quoi, etc. Donc c'est vraiment individualisé, si vous voulez. Puis alors après, ça se décline dans les choses suivantes, c'est-à-dire l'exigence, elle est médiane pour tous, c'est-à-dire tous les élèves doivent sortir du cours en ayant fait à minima un certain nombre de choses. Et s'il y en a qui vont au-dessus, bah, tant mieux pour eux. Donc ça interroge, si vous voulez, sur est-ce que l'objectif doit être le même pour tous. Et en plus, ces séances, moi j'ai été voir comment ça se passe, et 20 minutes avant la fin de la séance, c'est des séances d'1h15, celui qui est très en avance, il va copiloter celui qui est en retard, donc il y a un effet collaboratif qui détruit l'idée « je suis faible, je suis fort », etc., progressivement, et qui contribue assez nettement, si vous voulez, à lisser un peu les différences. Donc c'est ça que j'appelle un peu les exigences différentielles. Alors, par rapport au recul encore faible que nous avons sur cette affaire, ce qu'on peut dire, c'est que, parce que dans toutes les équipes qui ont été choisies pour conduire des projets communs qu'on appelle des classes sciences cognitives, des classes, on peut les appeler la classe Memento, enfin chacun y met le qualificatif qu'il veut. Ce qui apparaît, mais alors de façon spectaculaire, c'est le climat de classe. C'est pas tellement la performance des élèves qu'on arrive encore mal à mesurer vraiment, mais c'est le climat de classe. C'est-à-dire c'est des classes. Moi je vois la classe Sciences Po là, de Montmorency qui fonctionne maintenant depuis un an, par rapport aux 7 ou 8 autres classes de seconde, mais c'est phénoménal. C'est une classe où vous n'avez quasiment aucun décrocheur. C'est une classe où les profs n'ont quasiment rien eu à dire de l'année. C'est les classes qui sont plutôt contents. Alors je ne vous dresse pas un tableau mirifique de... Non, mais c'est comme ça. La classe Memento de 6e d'Hermont, et à Hermont, dans le quartier où ils sont, je peux vous dire que c'est quand même un sacré boulot, ils n'ont quand même donné qu'une sanction vie scolaire de l'année. C'est étonnant quand même. Les élèves ne veulent pas changer l'année prochaine, ce qui pose des problèmes. Parce que le principal se pose des questions. Est-ce que je reconduis l'équipe pédago en 5e? Il y en a d'autres qui, on va les... Voilà. Donc après, ça pose un problème qu'on n'avait pas encore imaginé. Enfin bref, c'est sur le climat de classe, toutes ces choses-là, c'est-à-dire que ce que disent par exemple les profs de la classe de seconde, là, ils disent il y a, c'est sûr, 4 ou 5 élèves dans cette classe, si on ne s'y était pas pris comme ça, ils auraient été ingérables. C'est ce qu'ils disent. Ils auraient été ingérables. Mais là, ça passe. Ça passe même plutôt pas mal. Les élèves difficiles le sont moins. Et alors, il y a une autonomisation des élèves, c'est clair. En particulier, si on leur apprend un peu mieux à prendre en charge leur technique d'apprendre en première terminale, c'est beaucoup de gagner sur la suite. Beaucoup de gagner sur la suite. Nous, on fait un suivi, on en est maintenant à la 3e année après le bac, de 2 élèves qui ont fait des études supérieures. Vous voyez, les fiches de mémorisation, qui ne sont pas produites par les profs, hein. C'est eux qui les font. Mais ils disent, moi je ne sais pas faire autrement, maintenant. Et des élèves qui étaient plutôt moyens, si vous voulez, issus de culture étrangère, pour les deux, s'en tirent extrêmement bien, quoi. Il y en a une qui est à l'ESSEC, et l'autre qui est, je ne sais pas où, à Dauphine, enfin bref, c'est des étudiants plutôt brillants. Alors c'est que 2, c'est pas significatif, il faut élargir, mais c'est des indicateurs précieux.
Alors, l'attention, et je terminerai par ça parce que votre attention va finir par faiblir, c'est ça. C'est quoi l'attention? C'est quoi la concentration? C'est quoi la conscience? C'est quoi l'inconscience? C'est quoi les automatismes? Alors, je vais vous faire un tableau extrêmement succinct et pas très, enfin, c'est pas très adroit, mais je vais vous dire quand même un peu des choses. C'est que nous sommes dotés de deux mécanismes possibles. On a un mécanisme qui s'appelle heuristique, c'est-à-dire qu'il est spontané, extrêmement rapide, et il donne des bonnes solutions pour un grand nombre de situations. C'est le système heuristique, ce qu'on appelle le mode 1 en termes cognitifs. C'est celui qui gère cette espèce de réactivité globale dans une situation donnée. Et ça marche. Vous pouvez traverser la place de la Concorde sans trop vous poser de questions, parce que vous avez des systèmes automatiques de mise en alerte, de rectification de décisions qui sont de l'ordre de l'inconscient. Alors ça existe naturellement, on est avec. C'est aussi ce qui gère les besoins, les impulsions, tous les besoins, hein, alimentaires, sexuels, machin, j'en passe, etc. Et c'est quelque part là, c'est dans la zone pariétale. Et toute la zone, ce qu'on appelle striatum. Et ça, c'est très ancien dans l'évolution de l'homme, enfin de l'humain. Et devant, il est né beaucoup plus tard, toute la zone où il y a d'ailleurs la mémoire de travail, qui est la zone du contrôle. Alors ce sont des mécanismes algorithmiques, c'est-à-dire de décomposition d'étapes. Ce sont des mécanismes lents, mais beaucoup plus sûrs, et qui évitent de tomber dans des erreurs. Parce que vous pouvez traverser la place de la Concorde avec des automatismes, mais vous pouvez aussi vous faire écraser. Hein. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas garanti tous les coups, et quand on fait des raisonnements, on peut se laisser emporter par la spontanéité du raisonnement. Donc, si vous voulez, une éducation équilibrée du contrôle de la pensée consisterait à développer des mécanismes qui nous font gagner du temps. Donc gagner en heuristique, c'est indispensable, autrement on s'embourbe continuellement, on n'en finit pas, mais en même temps d'avoir une vigilance de contrôle de la pensée. Donc, comme monsieur est prof de maths, j'en profite pour dire qu'il y a une récente étude qui vient de paraître sur des mathématiciens professionnels, des gens qui sont professionnels non mathématiciens, et sur du matériau qui est à la fois des mathématiques et hors mathématiques, et on a essayé de voir quelle était la différence. Et on s'est aperçu, si vous voulez, que cet apprentissage de la vigilance sur la rigueur des choses, l'algorithmique, si vous voulez, contribue à parfaire un petit peu la pertinence des décisions qu'on prend. Bref, il faut ajuster un petit peu les deux. Voilà. Donc, et alors, l'heuristique, il est de l'ordre de l'inconscient. L'algorithmique, il est de l'ordre de la conscience. Notre inconscience travaille énormément, comme je vous disais en tout début de conférence. Il y a une armée de travailleurs inconscients corticaux. Et vous achevez le travail au niveau de la conscience en décidant à coup sûr. Mais la décision, elle est souvent prise avant. Quand vous exécutez quelque chose, en fait, ça a été déjà prédécidé à votre insu, mais par votre histoire. C'est fascinant comme truc. Lisez le code de la conscience de Daen ou chez Odile Jacob. Vous allez prendre du temps parce qu'il y a 370 pages, mais c'est absolument génial, ça ne parle que de ça. Voilà. Et alors, entre les deux, entre cette zone des impulsions et cette zone du contrôle, on a de longs faisceaux de neurones. Alors on en a un ou deux, on ne sait pas trop pourquoi, mais selon les individus. Et alors ce faisceau, il n'est pas formé à la naissance. Il n'est pas formé à la naissance, donc ça relève de l'éducation familiale, ça relève de la formation scolaire, que de consolider ce faisceau-là. Et on s'est aperçu qu'il faut éviter de dépasser l'âge de 12 ans pour la capacité de contrôle, parce qu'après, entre 12 et 17 ans, il y a un chamboulement neuronal qui fait que l'ado, le pré-ado, l'ado, perdent une partie de leur contrôle. Ce faisceau, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais c'est un petit peu compliqué. Et après 17 ans, c'est quasiment fait pour la vie. Et donc, les enfants qui n'ont pas eu un développement suffisant de ce faisceau fronto-striatal, ceux-là, ils ont des handicaps
Et moi, pour travailler avec Oudé à la Sorbonne, j'ai bientôt fini. Il y a une équipe qui s'occupe que des situations à risque chez les ados de 15 à 17 ans, parce que qu'est-ce qui se passe au niveau de... Qu'est-ce que ça devient, cette capacité de contrôler? Et on vient de lancer avec Oudé une manip assez fascinante avec le lycée Janson. On a pris 100 élèves de 16 ou 17 ans, on les fait passer en IRM, on photographie leur cerveau, et pendant 5 semaines, un quart d'heure par jour, ils font des activités progressives hautement sophistiquées du type test de Stroop et toutes ces choses-là, vous avez peut-être entendu parler, donc de contrôle de pensée, et on va les faire refaire, ce qu'on a démarré il y a un mois, on va les faire refaire passer dans le tuyau, et on va regarder qu'est-ce qui a changé dans leur faisceau neuronal, et en quoi ça s'est traduit dans le comportement d'apprentissage, etc. Parce que ça peut aider à comprendre quel type d'activité on pourrait faire dans la classe pour développer cette aptitude au contrôle. Alors, il y a des gens qui ont fait ça, Jean-Philippe Lachaud, vous avez peut-être connu, il fait ça sur 30 classes de CM1, CM2 collège dans la région lyonnaise, etc. Voilà, le contrôle de la pensée, on a trop délaissé ce thème-là, madame. Mais qu'est-ce qui fait que ce faisceau se développe ou non? Ah ben, parce que l'entraînement du contrôle, c'est ça qu'on essaye de mesurer dans la fameuse expérience, l'entraînement du contrôle, par exemple, je prends vraiment au hasard parce que c'est pas rigoureux ce que je vais dire, mais si la lumière s'allume verte, vous appuyez à droite, si la lumière s'allume rouge, vous appuyez à gauche, et puis de temps en temps ça s'inverse, et comment le cerveau réagit. Test de Stroop, c'est des mots de couleur écrits dans une autre couleur, vous devez lire la bonne couleur. Comment est-ce que ça se développe ça? Et il y a des milliers d'exercices possibles. Et on s'aperçoit, si vous voulez, qu'au fur et à mesure qu'on pratique ces entraînements-là, il y a myélinisation, c'est-à-dire que les axones s'entourent de cette protéine myéline qui assure une bonne conduction de l'information de l'un à l'autre. En gros, c'est ça. Et ce que Oudé essaye de faire avec son centre d'imagerie, si vous voulez, c'est d'observer ce qui se passe en même temps qu'on donne des comportements cognitifs à exécuter par les individus. C'est ça, très schématique. Quand ça se fait naturellement, comment? Quand ça se fait tout seul naturellement, ça se fait parce qu'il y a quoi qui... Mais oui, madame, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais... Mais ici on est dans une salle de gens qui ont éduqué leurs enfants avec tout le soin, la bienveillance et l'exigence qu'on imagine. C'est-à-dire que ces milliers de paroles, si tu ne fais pas attention, il va se passer ça, etc., mais 10 fois, 20 fois par jour pendant des années, ça contribue à activer, si vous voulez, voilà. Mais il y a des familles, on sait bien, il y a des familles où c'est moins le cas. Ouais, c'est ça l'idée. Alors, ça se passe plus ou moins à certaines époques de la vie, et c'est donc parce que le passage de l'heuristique à l'algorithmique se fait avec une opération mentale qu'on appelle l'inhibition, c'est-à-dire c'est un peu, vous avez l'accélérateur et le frein, à partir de quand j'accélère ou je freine. Bon, dans le cerveau, donc c'est des mécanismes d'arrêt, de stoppage, de contrôle des phénomènes. Donc c'est le travail sur l'inhibition qui prend une place considérable. Je ne sais pas si vous avez vu les émissions de Oudé récemment sur Arte et tout ça. Il a fait des choses là-dessus et qui sont visiblement importantes pour le développement de la pensée critique et toutes ces choses-là. Ça s'appelle le cerveau. C'était il y a 2 mois, je crois. Des émissions sur le cerveau, c'est ça? Oui, il y en a de plus en plus. Et donc, si vous voulez, nous fonctionnons beaucoup avec beaucoup plus qu'on ne le croit, avec des automatismes. Alors, je vous en ai. Alors, par exemple, la parole, on en parlait tout à l'heure. Bon, l'exécution d'un morceau de musique par un instrumentiste, c'est tout à fait le cas, parce que, si vous voulez, si Lang Lang il fonctionne en algorithme, il réfléchit à chaque mouvement pour savoir où il met ses doigts, le mode algorithmique est beaucoup plus lent que l'exécution nécessaire qu'a prévu Liszt dans sa Rhapsodie hongroise. Donc, il est mort. Il est mort. De même que Djokovic, quand il fait
ses jeux et sa balle de match et tout, il ne va pas réfléchir au segment du geste, parce que c'est beaucoup trop rapide. Donc il est dans l'heuristique. Voilà, donc tout ça c'est automatique. Mais il faut que ce soit contrôlé, maîtrisé. Oui, madame. C'était une petite question d'ordre général, parce que là je vois quelque chose qui m'intéresse. De façon générale, toutes ces avancées que vous avez données, vous avez surtout parlé de savoir en général, mais est-ce que ça a des retombées sur aussi les apprentissages moteurs? C'est-à-dire savoir-être, savoir-faire, ou est-ce qu'on se cantonne? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses où c'est cérébral, j'allais dire. Alors, si vous voulez, il y a deux choses dans votre question. Il y a les savoirs purement mentaux et savoirs moteurs qui relèvent des mêmes processus d'apprentissage. Que ce soit mental ou moteur, c'est pareil. Et ensuite, il y a... C'est vrai que je me suis attardé beaucoup sur les savoirs, mais lorsqu'on apprend, par exemple, lorsqu'on développe une compétence, on fonde ce développement de compétences toujours sur des savoirs, d'où l'importance de la mémoire sémantique et de la mémoire procédurale, mais c'est une conjugaison à la fois du global et du ponctuel. Ça relève de l'acquisition de méthodes qui brassent un certain nombre de savoirs. Et s'il n'y a pas les savoirs, on ne peut pas développer la méthode. Donc c'est une bonne harmonisation des deux. Et je vais peut-être terminer par ces modalités pédagogiques qui consisteraient à conjuguer avec pertinence tout ce qui relève de l'acquisition d'éléments de savoir ponctuels, mais c'est jamais complètement isolé, un savoir c'est toujours lié à d'autres, et les éléments globaux, parce que ce qui compte c'est aussi les liens entre un savoir et d'autres savoirs, et plus il y a de liens, plus les liens sont construits par l'apprenant, plus c'est fort, d'où l'intérêt par exemple des cartes mentales ou de tous les schémas heuristiques qui sont eux des mises en lien. Donc en fait c'est un peu cette complémentarité entre les deux, et on ne peut pas dissocier les deux. C'est ces deux démarches-là qui font qu'on aura une maîtrise progressive pour gérer des situations de plus en plus complexes. Vous voyez? C'est pas tout l'un, non, c'est vraiment la conjugaison des deux. Alors voilà, donc terminé parce que je ne veux pas vous lasser trop. En 2014-2015, on a conduit 3 expérimentations. On a fait un truc sur une dizaine de collèges sur la rétention des repères en histoire géo avec le système des fiches mémo ou pas. On a testé Anki en SVT, seconde terminale, histoire-géographie en terminale. C'est vraiment spectaculaire. On utilise les encarts de mémo en première S et l'histoire de Sophie Isler. Puis on a développé tout un tas de choses qui n'ont pas été conduites. Et cette année, de 3, on est passé à 30. Maintenant, j'ai vraiment une équipe solide. On a une équipe de 20 personnes, dont l'inspecteur SVT de Créteil, que certains connaissent peut-être. Et on a, actuellement, il y a plusieurs centaines de profs qui pratiquent des choses, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ont envie de faire, mais à condition que ce soit, il faut que ce soit bien protocolé. Il faut vraiment qu'il y ait un protocole. Qu'est-ce que je cherche à vérifier comme hypothèse? Avec quels indicateurs je vais le repérer et qu'est-ce que j'observe? Autrement, ça ne vaut pas la peine. Et après, il faut le faire savoir, parce que si ça reste dans votre coin du lycée Jeunesse-France, voilà, c'est l'heure. C'est une bonne transition. Et on a deux équipes. Actuellement, j'ai 2 équipes de formateurs qui assurent les stages derrière. Et donc, vous voyez, à ce jour, bon, j'ai dû visiter au moins 80 établissements, 10 000 personnes, etc. Mais j'enseigne en SP aussi. Et ça gagne très fort actuellement les écoles. Là, je reviens du centre des écoles d'État où les formateurs d'adultes se posent les mêmes questions que vous. Comment former efficacement des adultes? Donc, bon, on va ouvrir un site dans quelques semaines. Alors, comment ça peut marcher? Et là, la transition avec Virginie. Voilà. Comment ça peut marcher un établissement comme vous? D'abord, on sensibilise, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, étape 1. Deuxièmement, je vous envoie des notes de la conférence, une petite biblio. Il va y avoir le site qui va s'ouvrir avec toute une partie formation. Donc il faut s'informer. Il faut mordre, voilà, pour pouvoir s'impliquer. Ensuite, la formation, donc l'idéal, c'est un stage d'établissement qui permet de préciser un peu ce que vous avez envie de faire, comment vous positionnez et tout. Et les formateurs, ils vont vous livrer des outils.
Ils vont vous dire, voilà, vous pouvez utiliser par exemple 6 séances d'AP, construire ça, etc. Donc c'est vraiment concret, ça dure une journée. Et au terme de la journée, vous voyez mieux où vous allez aller. Donc moi je vous préconise quand même de fonctionner en équipe parce qu'autrement c'est un peu compliqué. Donc il vaut mieux être à plusieurs. Ensuite au cours de l'année, il faut qu'il y ait un pilote. Enfin, il faut, si vous êtes deux, par exemple 3 profs d'une même équipe pédago, il faut qu'il y en ait un qui soit un peu voilà, celui qui pilote le truc, parce qu'autrement l'expérience montre que ça a tendance un peu partir un peu en quenouille. Et puis donc il faut réguler un petit peu les choses. Donc là on fait un peu appel au rôle de la direction des carbilles, etc. Et puis à la fin, il faut absolument, moi je refais un tour en disant alors vous avez vu quoi, et ça me permet d'alimenter ma banque de ressources qui me permet d'être crédible. Bon, la semaine, je crois que c'est la semaine prochaine, je rencontre le recteur de Paris et il dit moi je veux bien faire une formation de formateur pour ça, mais vous faites quoi, ça donne quoi? Si j'ai pas de billes à lui donner, il me dit monsieur, j'ai autre chose à faire, vous n'êtes pas crédible. Donc il faut absolument faire ça. Et je vous remercie infiniment, vous avez été d'une patience angélique. Merci beaucoup.